Merci d'être présent pour la troisième conférence du cycle Design Day. Donc on a la chance d'accueillir aujourd'hui la grande bobine. Marianne Roch, Marianne, pas du tout, Lauriane, Lauriane Roch et Sophie aussi. Comme ça. Qui nous viennent de Lille, parler donc de leur approche, de leur projet. Merci à vous d'être là et bienvenue. Oui. Tout d'abord, merci d'être là. On espère qu'on sera à la hauteur de vos attentes parce que vous avez pris du temps pour venir nous écouter. La demande, c'était quand même qu'on vienne sur 2 heures. On n'a pas l'habitude de parler pendant 2 heures de ce qu'on fait. Ça, on s'est dit que c'était un peu beaucoup. Du coup, on a un peu réfléchi. Et on s'est dit que ce serait intéressant de le couper un petit peu en partie aussi pour que vous puissiez, si vous avez des questions à me poser, qu'on puisse un peu être sous un format un peu plus interactif plutôt que vous nous écoutiez pendant 2 heures. Du coup, on va au moins commencer par présenter notre boîte. Et puis après, vous expliquer aussi un petit peu nos parcours, comment on en est arrivé là, le montage, la forme coopérative qu'on a choisie. Et après, on vous présentera 2 projets qui sont des projets très différents pour que vous voyez un petit peu les différents projets qu'on s'équipe de mener. Et on finira, on a le temps, par un peu creuser nos engagements parce qu'on est vous verrez, une boîte avec des engagements assez forts. Voilà. Donc, Sophie, tu commences. Alors, du coup, je vais faire une présentation un peu générale au départ. Donc, on est une entreprise coopérative, la Grande Bobine, qui accompagne les transformations publiques. C'est large et c'est pour ça qu'on présentera des projets derrière, parce que voilà, comme on a des profils différents au sein de l'entreprise, on fait plein de choses sur plein de sujets différents. Mais globalement, on est un outil d'accompagnement et d'expérimentation. Et notre objectif, c'est de donner du sens et d'être aussi un outil de médiation entre les politiques publiques, ceux qui la font, et ceux à qui ces politiques publiques sont destinées. Et de valoriser la parole des citoyens, des utilisateurs des politiques publiques ou des bénéficiaires d'un service de santé ou autre. On est une équipe pluridisciplinaire et on est engagé sur les thèmes de santé, d'inclusion, de participation citoyenne, aménagement du territoire, éducation, formation. On ne mène que des projets qui sont sur des sujets d'intérêt général. Et voilà. En gros, dans nos expertises d'équipe, il y a donc design des politiques publiques et design social. On fait aussi du conseil et de la formation auprès des politiques publiques. On travaille sur les questions de participation et de mobilisation citoyenne. On a une petite expertise sur les tiers-lieux et l'urbanisme aussi. Et au départ, on avait une expertise en vidéo et photo. Et on a des compétences juridiques en interne aussi. Ça, c'est un peu pour balayer large notre activité. Donc, on accompagne, on forme les porteurs de politiques publiques à changer leurs pratiques et leur regard sur les usagers. Donc, apprendre à mieux prendre en considération la parole des usagers et des citoyens, à développer et faire vivre la participation dans des projets participatifs sur tout un tas de sujets. On accompagne des structures, notamment dans le médico-social, à repenser leurs services et leurs projets de services aussi. Pour s'adapter aux nouveaux enjeux du médico-social, où il y a de plus en plus de besoins de participation et de faire entendre la voix des personnes qui utilisent et qui sont bénéficiaires de ces services. Et on mène aussi des projets un peu pilotes, expérimentaux sur des territoires, des projets qu'on monte parfois nous-mêmes et pour lesquels on va chercher des financements. Et qui sont du coup des tests et pour lesquels il n'y a pas forcément une commande précise. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi en interne. Et voilà, on a une volonté de documenter nos projets. Et comme on travaille que sur l'intérêt général et qu'avec des clients publics, on travaille avec de l'argent public. Et donc, on a vraiment la volonté de partager les apprentissages ce qui sort de nos projets. Et donc, on met à disposition globalement de tout le monde nos outils, nos livrables et tout ce qui peut être utile à d'autres qui voudraient mener le même type de projet.
Et on essaye aussi d'avoir un peu un temps de recherche et d'écriture autour de nos projets. C'est un temps un peu manquant, mais on a envie de le faire et on arrive à le faire de temps en temps. Toujours voilà, pour documenter et pour alimenter sur des sujets où il n'y a pas forcément beaucoup d'écrits pour l'instant, où on mène des projets où on mêle beaucoup de disciplines et qui sont un peu nouveaux, donc on a envie quand même d'écrire. Euh, Après, on va vous raconter un peu l'histoire du montage de la Grande Bobine et nos profils en tant que fondatrice. Donc, on l'a montée à 6, cette Grande Bobine. Donc, on va vous raconter un peu qui on est et quel était le projet de départ. Ensuite, un petit point sur donc Scope et ESS. Donc, le fait qu'on soit une société coopérative et qu'on relève du champ de l'économie sociale et solidaire. Donc, le choix de notre forme juridique et du montage. Et ensuite, présenter 2 projets comme la Tivoriane. Sur l'histoire de l'entreprise, pour la petite histoire, au départ, on est plusieurs professionnels qui évoluent dans des champs divers, toutes depuis entre 2012 et 2015, on va dire. On avait nos activités. Donc moi, j'avais une SARL, donc une entreprise classique, avec une associée. Et le Covid est passé par là. On s'est rendu compte de la précarité de notre situation en tant que chef d'entreprise. Donc, pas de droit au chômage derrière. Enfin, voilà. Donc, on a trouvé ça un peu rude et on a commencé à réfléchir à comment on pourrait faire autrement. Et depuis quelques années, on travaillait déjà avec Lauriane, qui avait son auto-entreprise et qui travaillait sur des questions de politique publique, donc sur des sujets très similaires aux nôtres. Et on travaillait aussi avec dommage, c'est pas dans l'ordre. Avec une vidéaste. Et bref, on a commencé à se rassembler toutes en se disant que peut-être monter un projet commun et être toutes salariées de la même entreprise pouvait être une bonne idée. Ouais, je vais rajouter un petit peu sur l'équipe et le montage. En fait, enfin, je sais pas si vous êtes tous en fac de design ou si vous êtes tous designers, couture designer. Moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, je suis urbaniste de formation. Enfin, vraiment genre, parce que j'ai des études un peu improbables. Genre, j'ai fait un BTS profession immobilière, donc à tout moment, j'ouvre une agence. J'ai fait une licence pro éco-construction et énergie renouvelable qui ne m'a absolument pas formée en éco-construction et énergie renouvelable. Et j'ai fait un master entre la fac de Nîmes et l'école d'archi de Montpellier sur urbanisme. Et en fait, du coup, j'ai jamais été urbaniste. Mais j'ai quand même un regard sur l'aménagement du territoire qui me passionne. Et parce qu'en fait, j'ai fait ces études d'urbanisme pour des raisons perso où j'avais envie vraiment de comprendre la hiérarchisation des villes et et la ségrégation au fur et à mesure des années, toutes ces choses-là. Et du coup, j'ai fait moi mon stage de fin d'année des master en fait dans les quartiers politiques de la ville. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des quartiers qui sont. Je suis désolée. Pardon. Donc, c'est un truc de l'État. En gros, tous les 4 ans, ils disent on fait des calculs. Les quartiers où il y a des gens les plus pauvres, c'est les quartiers politiques de la ville. C'est hyper fort. En plus, je crie. Ouais, et du coup, dans ces quartiers-là, en fait, il y a une obligation pour les agglos de mettre des sous pour rétablir les inégalités en donnant des sous à des assos. On passera le débat là-dessus. Mais du coup, moi, il y avait à ce moment-là, en 2014, une obligation, je me rapproche un peu, elle n'a pas compris, pardon, une obligation de monter ce qu'on appelait les conseils citoyens. C'était obligé, il y avait eu un gros rapport, il fallait faire participer les habitants des quartiers à la rénovation de leur quartier et à ce qui se passe dans leur quartier. Et mes profs qui avaient un peu cerné qui j'étais m'avaient dit tu devrais vraiment y aller à Alès, ils ont rentré 7 quartiers en politique de la ville. Et du coup, moi, de ma formation d'urbanisme, en fait, je suis devenue monteuse de conseils citoyens. Et donc, j'ai pendant 1 an et demi non seulement monté la participation des habitants dans cet agglo, où il y avait un réseau de 5 conseils citoyens sans habitants, on a été reconnu nationalement. Et en plus, on montait des projets avec eux. Donc, on a fait repasser le bac à des jeunes de quartier. On a fait d'un coup faire du travail de mobilier urbain dessiné par les habitants, souhaité par les habitants, mais aussi réalisé par des jeunes à qui on faisait des contrats. Enfin, en fait, ça a été pour moi 2 années expérimentales de folie. Et quand j'ai arrêté, donc je me suis mise à mon compte et on m'a demandé de continuer à faire ça, qui était un métier qui n'existait pas vraiment.
Du coup, c'est comme ça qu'en fait, quand je suis arrivée sur Nîmes, j'ai continué à faire ça, en fait, à faire créer des personnes, des projets en participation tout le temps, parce qu'en fait, on ne savait pas s'il y avait des métiers qui existaient qui savaient faire ça, qui pouvaient faire ça. Et au même moment, il y avait le Master Design Innovation Sociale qui était en train de se monter sur Nîmes. Et donc, en fait, il y a des connexions qui se sont faites assez rapidement. Il y a plein de gens qui me disent, mais tu devrais aller voir ce master. En fait, ils font un peu la même chose que toi. Ils font de l'immersion, de la co-conception. Derrière, ils font des tests et des prototypes. Et enfin, en fait, c'était vraiment le même type de posture et de démarche, sauf que moi, je suis une bille en graphisme, en fait. Hein, je ne vais pas du tout faire des trucs beaux. Et du coup, c'était assez cool de se rencontrer aussi parce que, non, mais c'est vrai, c'était parce que du coup, en fait, moi, et en même temps, ça mettait vachement d'enjeux sur le résultat des projets que je faisais parce que la valorisation de la participation, elle était dans le concret, en fait. Il s'est passé quelque chose derrière parce que travailler avec moi, c'était pas, enfin, on travaillait sur des petits bouts de papier avec des crayons, c'était pas fou. Mais c'est vrai que le fait d'avoir rencontré des designers formés, c'était cool aussi parce que les outils existent, hein, et c'est hyper valorisant en fait aussi enfin, c'est une façon de déjà depuis le début de la démarche traiter les gens d'une façon assez respectueuse, de leur faire travailler sur des outils chouettes et travailler et préparer. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. Et moi, c'est l'expertise tiers-lieu dont elle parlait. En parallèle, moi, je montais des tiers-lieux pour pouvoir avoir des lieux où travailler parce que j'étais en auto-entreprise. Donc voilà, on s'est rencontrés dans un tiers-lieu en montant une entreprise de l'économie sociale et solidaire aussi et en travaillant avec toutes ces personnes-là que vous voyez ici. Donc il y avait Emma qui était l'associée de Sophie sur leur boîte. Et Maud, qui travaillait dans un tiers-lieu avec moi. Laura, qui est juriste de formation, ça faisait 10 ans qu'elle était dans le BTP, mais elle avait fait du droit parce qu'elle croyait en la justice. Donc 10 ans dans le BTP, c'est dur, c'est dur. Donc voilà, il y a un moment, évidemment, elle a craqué. Donc je lui ai dit, rejoins-nous. Et elle nous a rejoints. Et du coup, on a monté cette boîte. Ouais, voilà. Et on travaillait depuis quelques années aussi avec Marion, qui est vidéaste, photographe et réalisatrice, et qui une sensibilité similaire à la nôtre sur les projets qu'on traitait, sur les thèmes qu'on traitait. Et donc, depuis quelques années, Lauriane l'avait sollicité. On l'a sollicité aussi pour documenter nos projets, pour faire des vidéos, pour faire des interviews, pour faire des photos. Et en fait, ça rendait honneur à notre travail aussi. La force du témoignage de ces vidéos était folle. Donc, on s'est dit qu'il fallait absolument ça pour pouvoir montrer le travail qu'on fait, qui est parfois un peu impalpable, parce que c'est un travail de design, mais qui se voit pas beaucoup, contrairement au design d'habitude. Et donc, c'était l'équipe de départ. Et donc, je reviens à mes slides. Je suis désolée, la vidéo va se relancer. Non, voilà. Et donc, en 2021, on se met toutes les six autour de la table, en se disant que peut-être, si on était salariés toutes de la même boîte, ça nous permettrait vraiment de faire des équipes pluridisciplinaires vraiment plus fortes, parce que finalement, Lauriane et moi, on travaillait ensemble depuis 3 ans et qu'on finissait par se devoir des jours, c'est-à-dire que je disais, en fait, moi j'ai cette mission, mais j'ai bien envie que tu viennes, mais on a arrêté de se faire des factures et on se disait, je viendrai sur un de tes projets et toi tu viens sur un des miens. Et donc à un moment, on s'est dit que c'était un peu ridicule et que peut-être d'être salarié de la même entreprise nous permettrait de vraiment mettre nos cerveaux ensemble et de travailler pour de vrai ensemble. Et voilà, donc on a commencé à se mettre autour de la table pour des raisons différentes. En tout cas, le montage a pris du temps, on se voyait toutes les semaines, ça a été un vrai travail de co-construction. Pour le coup, on a utilisé nos outils de design pour monter la boîte, de s'accorder sur le modèle économique, sur le fonctionnement financier aussi, le rôle de chacune, les ambitions, les activités qu'on voulait. Ça n'a pas été des moments faciles. On s'est dit qu'on allait peut-être jamais la monter, cette boîte. Et finalement, comme on avait une juriste en interne, ouais. Ça nous a quand même vachement sécurisé. Et on s'est dit qu'on n'avait rien à perdre, finalement, à essayer. Et on avait des projets, en fait. On avait déjà, j'avais des projets avec la bobine, Lauriane avait des projets. Donc, on avait du travail pour nous 6 pendant plus ou moins un an. Et donc, ouais. On s'est lancé comme ça, quoi. Ouais, il faut savoir que le montage de cette boîte, il a été très. On a eu besoin de toutes ces réunions de co-construction parce que, en fait, monter une entreprise, pour nous, en tout cas, au stade de notre vie dans lequel on était, c'était d'un coup
avoir un vrai terrain d'expérimentation de comment on veut faire société aussi. Et ça a été très politique pour nous, en fait. Parce qu'on est aussi dans une société. Parce qu'on est aussi dans une société où on commence à réfléchir à la place du travail. Parce qu'on est dans une société où, en fait, en effet, le Covid est passé par là, et on connaît aussi on sait aussi qu'il y a une politique nationale où on vous dit entreprenez, l'entrepreneuriat c'est génial, les tiers c'est super, il peut y avoir plein d'auto-entrepreneurs partout. Et en fait, les auto-entrepreneurs, ils sortent du code du travail. Hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais du coup, vous n'êtes pas protégés en étant auto-entrepreneur. Et nous, c'était notre cas. Moi, j'étais en auto-entreprise. Sophie, elle était en SARL. Ils étaient contents, on était de la fierté nationale. Sauf que Covid étant ici, en fait, tu peux avoir travaillé pendant 10 ans pour l'intérêt général, tu tombes au RSA, hein, mais c'est que ça sera pas autrement. Et du coup, moi, ça faisait quelques années que j'étais un petit peu pas contente de participer et de m'ancrer personnellement, en tout cas, dans cette mouvance pro-entrepreneuriat qui est hyper valorisante en plus, donc c'est très difficile. Bref. Et du coup, monter une boîte, alors déjà, c'était sûr que ce serait pas de l'entrepreneuriat classique. En fait, on arrivait avec ce en quoi on croyait et ce qui était important pour les unes et les autres, ce à quoi on avait envie de participer, ce à quoi on n'avait pas envie de participer. Et donc, c'était hyper important de réfléchir vraiment quelle forme d'entreprise on veut avoir, comment on place le travail, comment on place le rapport à l'argent, comment on place le rapport à la hiérarchie. En fait, tout ça pour nous, et encore aujourd'hui, c'est un terrain d'expérimentation dans notre entreprise. Et elle a que 3 ans finalement. Et ça l'est encore. Et c'est vraiment, pour nous, vraiment hyper important. On vous en parlera plus tard, mais voilà, ça a fait qu'on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de réunions et c'était pas des réunions. Enfin, en fait, ça a été vraiment co-construit. Il a fallu qu'on se convainque les unes et les autres de pourquoi si c'est important. Nous, Sophie et moi, du coup, on était les seuls qui avaient du travail pour 1 an et on a choisi, on va vous parler de la boîte, du coup, de la Formscope, on a choisi de le mettre dans un pot commun et de se payer tout pareil. C'était la condition pour nous pour monter une entreprise déjà. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui forge notre identité aujourd'hui, mais de professionnels aussi. Et vous le verrez dans les projets dans lesquels on s'engage, dans la posture qu'on tient, dans les choses qu'on met en place de plus en plus avec les expériences pour essayer d'être sûr de travailler pour l'intérêt général. Et donc voilà, on va continuer. Mais en tout cas, voilà, il y avait vraiment quelque chose de politique. Et d'ailleurs, vous allez le voir dans la vidéo dont j'ai un peu honte aujourd'hui, mais qui va passer dans pas longtemps. C'était notre vidéo de présentation et on voit qu'on croit, voilà. Oui, parce que du coup, la forme choisie, le montage de l'entreprise et l'entreprise aujourd'hui est un projet aussi important que les projets qu'on mène avec nos clients, vraiment. Et ça nous prend autant de temps, on le fait évoluer. Notre trio aujourd'hui de gérance est très fort et nous prend du temps et on réinterroge tout le temps. Voilà, pour toujours faire attention d'être aligné avec nos valeurs et ce qu'on veut faire. Donc c'est un vrai projet qui est chronophage et qui est fatigant aussi, mais voilà, on y tient et en fait c'est aussi, c'est un truc qui nous motive vraiment au même titre que les projets qu'on mène à côté. Et donc pour nous aider à nous structurer ou en tout cas à se lancer un premier défi, en fait on était sur une mission toutes les deux à Alès, donc une petite ville à côté de Nîmes, et on voit un poster et une affiche concours Alès Audace, en gros concours d'entreprises innovantes. Alors, il faut savoir qu'Alès, c'est vraiment la ville de l'industrie. Voilà, donc Alès Audace, les gens qui participent, c'est des entreprises qui innovent en termes d'industrie. Mais on s'est dit concours d'entreprises innovantes, pourquoi on ne participerait pas? Il n'y avait pas de critères restrictifs finalement pour une entreprise qui ne ferait pas de la tech. Et donc, c'était quelques semaines après le début de notre montage, on s'est dit go, parce qu'il y avait un peu d'argent à la clé et que nous, on montait l'entreprise avec chacune 1 000 €, donc c'est pas beaucoup, donc pas beaucoup de trésorerie. Et du coup, on l'a fait. Et finalement, ça nous a vraiment aidé. Enfin, ça nous a obligés à structurer un discours, un business plan, un tableau de trésorerie sur 3 ans, de savoir combien allait coûter chacun de nos emplois, et puis de travailler un discours hyper concret. Quels vont être nos clients C'était notre premier projet collectif. Voilà, c'était un projet collectif pour lequel on a dû faire une vidéo pour se présenter, travailler un discours à l'oral. Aller se présenter devant des gens qui nous attendaient pas du tout parce que vraiment on n'était pas le public cible du concours. Et en fait, ça a été un peu improbable, mais on a eu un prix du jury. Donc il y avait 6 entreprises récompensées, on a été dans les 6.
Et il y avait aussi un prix du public, donc un public qui votait en ligne sur les vidéos qu'on avait faites pour présenter nos projets. Et on a eu le prix du public, donc incroyable. Et surtout, les entreprises qui ont été récompensées à côté de nous, c'est la Formule 1 à hydrogène. Non, c'est vrai. Le parc Dinopédia, donc un parc avec des dinosaures à Alès, la culture de champignons qui vont sauver le monde, quoi, parce que du coup, c'est très nutritif et machin. Enfin, c'était des trucs comme ça, quoi. Et nous, on est arrivé avec notre discours et notre boîte et on a été récompensés. Donc, voilà. En même temps, on s'est dit qu'ils ne pouvaient pas ne pas nous récompenser parce qu'on avait un business plan hyper carré. Enfin, je veux dire, s'il n'y avait pas plus clean, on avait du travail sur 1 an et demi. On avait déjà des projets engagés dans l'agglomération d'Alès. Donc, en fait, je crois que ce qui nous a le plus étonné, c'est quand même le prix du public, parce que même nous, on comprend rien à ce qu'on dit quand même. Hein. À ce qu'on fait, ouais, c'est expliquer votre métier, vraiment. Moi, demandez-moi de vous expliquer mon métier, c'est hyper compliqué. À chaque fois qu'on me demande, je suis là. Enfin, vraiment, je ne sais pas, en fait. Donc, vraiment, d'avoir le prix du public sur des mots aussi conceptuels et un truc que design déjà de base. Oui, puis un concours qui attend, qui est dans une agglo qui valorise la tech, quoi. Donc, c'était dingue. Je pense que ça leur a fait mal de nous récompenser, mais ils n'ont pas eu le choix, quoi. Donc, on s'était dit que pour rythmer un peu ça, on allait vous montrer cette super vidéo dont on a toujours un peu honte. Voilà. Donc, on l'a faite au début. C'était au début. On a juste réussi à changer les logos depuis, et c'est ce qu'on a présenté, et c'est pourquoi on a eu le prix du public. J'ai vraiment honte. Elle est top. Je vais la regarder comme ça, on va faire. Depuis plusieurs années, peut-être même des décennies, nous vivons ce que l'on appelle une véritable pratique sociétale. Vous savez, ce côté qui se creuse entre les plus riches et les plus pauvres, les villes qui s'étalent et nous éloignent les uns des autres. L'administration que l'on ne comprend plus, quand s'ajoutent des couches et des couches de nouveaux services et de nouvelles fonctions. Les métropoles, les régions, tout devient de plus en plus grand. Tout semble de plus en plus loin. Enfin tout. Les décisions, le sens. Ce n'est pas nouveau. Les populations s'éloignent du monde politique et cela se ressent dans le vote. On vote moins ou on vote tout. Pourtant, les initiatives citoyennes sont bien là. Partout apparaissent de nouveaux collectifs militants, écolieux, tiers-lieux, actions de solidarité. Nous vivons de nouvelles formes de travail, la déconstruction des héritages, de nouveaux modes d'éducation. Le monde est en pleine transformation. La Grande Bobine, c'est l'Institut territorial des transformations publiques. C'est assez simple finalement. Cela signifie que c'est la référence locale en matière d'accompagnement des politiques publiques vers ces nouveaux modes de faire. Pour s'assurer de créer des ponts entre les administrations décisionnaires et la réalité. La Grande Bobine a donc pour objectif clair de soigner la pratique sociétale et nous relier les uns aux autres. Et pour cela, nous avons décidé de réunir nos compétences et monter notre propre société coopérative et participative dont nous sommes tous associés et salariés. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai même pas encore présenté l'équipe. Moi, c'est Lauriane. Je suis chef de projet spécialisée dans l'accompagnement stratégique des politiques. Il y a Sophie, elle est designer social et illustratrice. Et Emma, également designer et formatrice. Elles mettent toutes les deux leurs compétences au sein de ce projet d'ingénierie. Là, c'est Marie. Elle est diverse et photographe. Sa mission, donner à voir, documenter, juste ouvrir les yeux du monde. Voici Maud, une médiatrice culturelle qui voudrait rendre la culture accessible à tous, pour de vrai. Et enfin, Laura, notre juriste et administratrice, qui a décidé de quitter son ancien poste pour changer le monde, et ça nous arrange. Du coup, concrètement, la Grande Bobine, c'est de l'accompagnement en transformation publique, appuyé par un département recherche et formation, un département agriculture et culture, et la création d'un laboratoire de design social. J'ai pas d'ambition. Des applaudissements, je sais pas. Bon, vous l'aurez compris, il n'y a pas du tout de département recherche et formation dans la Grande Bobine. On était plein d'ambition. Maintenant, on arrive à écrire des posts LinkedIn à peu près longs. Pour l'instant, notre part sur l'écriture, c'est ça. Hein. Ouais, c'était le projet de départ, mais voilà, on va vous raconter la suite parce que du coup, il y a eu pas mal de changements.
Est-ce que c'était pas le moment? Est-ce que c'était pas le moment des premières questions? Mais allez-y, quoi. Allez là. Même des questions. Pour l'instant, ça doit être flou encore ce qu'on fait. Je sais pas, genre. Mais je sais pas. Ouais, ça va. C'est pas grave, continue aussi. 42 minutes. Genre, je sais pas, je réfléchis à quelle question je peux poser. Genre, je sais pas, ouais, c'est. Genre, mais c'est quoi une scope? Est-ce que finalement, il y a une dynamique naturelle de quoi qui se remet en place Ouais. Pas du tout. Franchement, le cas de suffit. L'égalité, c'est ça. Non, non, ben, si on reste, si on répond par rapport à ce qu'on vient de présenter, par exemple, sur le montage, clairement, on l'a monté à 6, mais c'était et avec une vraie volonté, en effet, ciné d'égalité, d'équité. Mais en fait, forcément, il y a eu quelque chose qui s'est installé assez naturellement du fait de, ben, en fait, Sophie et moi, on apporte les affaires, entre guillemets, et donc l'argent. Et en fait, t'as beau avoir les meilleures intentions du monde, tu changes pas le fait que les rapports de force existent. Et même, ça peut être. Enfin, nous, on a appris par la suite que ça pouvait être un peu. Ça pouvait être un peu dévalorisant pour nos associés de vivre sur. Enfin, qu'on les fasse vivre quelque part. Il y avait un truc de. Est-ce qu'elles nous doivent quelque chose, du coup? Tu vois, est-ce qu'un jour, on va leur dire, ah, mais je t'ai fait vivre pendant un an? Parce que le projet, c'était que la première année, voilà, on apporte le boulot parce qu'on avait déjà nos boîtes et voilà, et qu'ensuite, chacune par ses compétences puisse aller chercher des marchés. Et finalement, bah, cette transition-là, elle a pas forcément fonctionné. Et d'ailleurs, Ouais, ça a créé. oui, oui, c'était pas évident comme fonctionnement. Et d'ailleurs, pour spoiler l'actualité, aujourd'hui, on n'est plus que toutes les trois là. Les trois autres, bon après c'est pour des bonnes nouvelles, mais Marion qui rêvait de faire des films et d'être réalisatrice est partie en formation et est en train de réaliser son premier film pour France 3. Donc la grande classe, elle laissait partir avec plaisir. Maud, avait monté une association de quartier pour dynamiser un quartier et du coup elle est partie aussi, mais aussi parce que le pari qu'on avait fait sur la boîte ne fonctionnait pas et qu'elle a pas trouvé sa place. Ouais, voilà, elle n'a pas réussi quand même à s'approprier la boîte comme nous on s'approprie, donc bien sûr qu'il y a des échecs. Et Emma, elle est plus là non plus, et elle est en reconversion, et elle va reprendre une formation. Donc voilà, c'était pas. Elles sont toujours associées, mais elles sont plus salariées dans la boîte. Je finis sur l'équipe tant qu'on y est. Du coup, on a aussi des salariés. Donc aujourd'hui, on a Anissé, Jeanne et Mylène qui sont toutes les trois designers, deux qui viennent du master design social de l'université de Nîmes. Comme Emma et moi, et Jeanne qui a été formée à l'ENSI. Mylène et Jeanne sont là depuis un an et Anissé est là depuis le début. Et pour la petite histoire, on a eu au début de l'entreprise Esther, qu'on a rencontrée dans un projet avec Lauriane, avec la mission locale d'Alès, la mission locale qui prend en charge les jeunes qui sont en décrochage scolaire ou qui n'ont pas de solution ou qui sont dans un moment. Enfin voilà, il y a d'autres missions que ça à la mission locale, mais en tout cas, on a rencontré Esther dans un projet d'écriture d'un plan de remobilisation des jeunes décrocheurs scolaires. Et donc, on l'a rencontrée là, on a accroché, et pas décroché avec elle. Et elle a fait un stage chez nous ensuite, parce qu'on s'est rendu compte qu'elle avait vraiment envie non seulement de s'en sortir, mais qu'elle avait vachement de compétences. Elle voulait écrire. Elle a écrit avec nous toute l'intro du plan de remobilisation. C'était hyper bien. Et bref, donc on l'a gardée avec nous en stage et puis finalement on l'a intégrée à l'entreprise en tant qu'apprentie parce qu'elle voulait repasser son bac et qu'elle s'était rendue compte aussi en nous côtoyant et en côtoyant nos métiers qu'on peut travailler en aimant son boulot et être utile et s'intéresser et agir sur des problématiques
chouette. Ouais. Et du coup, elle Et a... puis qu'on peut avoir un parcours chaotique. en fait, on s'en fout, quoi. Enfin voilà, si elle passe son bac, elle passe son bac. C'est pas parce que ça a été compliqué à un moment que c'est compliqué tout le temps, quoi. Ouais. Donc, elle est passée 2 ans avec nous. Elle a passé son bac. Elle a eu en juin dernier avec une mention très bien. Et sachant qu'elle avait arrêté l'école en 5e à la base, et repris en 3e. Et voilà, donc c'était pas gagné. Et aujourd'hui, elle est en BTS et elle poursuit ses études en apprentissage dans une agence immobilière. Donc, elle côtoie un autre monde. Et bref, voilà, elle a vraiment fait partie de l'histoire du montage de la grande bobine, parce qu'on l'a eu avec nous dès le début. Donc ça, c'est la forme de notre entreprise aujourd'hui. Et voilà, les questions étaient là. Je ne sais pas si désormais vous en avez. Ah, on adore. Alors, je ne suis pas étudiant, attiré par la présentation du projet. Je représente le secteur de la construction pour des candidats entrepreneurs. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir présenté la précarité qu'il y avait dans le système pour un micro, l'auto-entrepreneur. Alors, nous, on est très touchés par des évolutions multiples par rapport au travail. Donc, je me demandais, parmi toutes les réflexions que vous avez apportées, vous avez parlé du rapport au travail, est-ce que vous avez accompagné les politiques? Est-ce que vous avez déjà constaté des évolutions en matière de choix politiques qui impliquent pour évoluer au rapport au travail, le bâtiment évidemment, on peut choisir un bâtiment de façon inconsciente, on va choisir un rapport au travail qui valoriser le travail, les comportements du travail. Il y a des équipements publics. Est-ce que vous avez des élus que vous accompagnez? Quel est leur degré d'intégration du rapport au travail pour prendre des choix à la travail? Je vais répondre. Vas-y. Moi, je travaille surtout avant la grande bobine, pratiquement uniquement sur les questions d'emploi et d'insertion. Donc, j'ai un panel très large, en fait. Donc, ce que je vais vous répondre déjà, c'est que c'est quand même assez varié. Il n'y a pas une réponse, mais que quand même, de manière générale, il y a du taf pour faire comprendre. Enfin, nous, par exemple, j'allais dire, tu vois, la mission locale, quand ils nous ont appelés pour faire ce projet de plan de remobilisation des décrocheurs, c'est-à-dire qu'on avait tous les gens de la mission locale jeunes qui nous demandaient de les aider à comprendre ce que veulent les jeunes. Moi, je trouve ça quand même assez alarmant. Et en même temps, j'ai pas envie d'avoir de jugement parce que quand on est tout le temps sur le terrain et qu'on n'a pas de prise de recul, en fait, il y a aussi il y a certainement beaucoup de choses à adopter dans la pratique professionnelle quand on est tout le temps sur le terrain et face à des publics pour pouvoir justement, un peu comme les coiffeurs et les coiffeuses, ils vont se former tout le temps aux dernières tendances. Enfin, il y a un moment où il faut se former, quoi. Hein. La société évolue, il faut aller se former aux dernières tendances, à mon avis. Mais nous, en fait, sur le rapport au travail, si c'est vraiment sur les élus, c'est assez compliqué et assez propre aux élus pour le coup, de les faire repenser le rapport au travail. Les agents, c'est beaucoup plus simple. En fait, il y a vraiment une différence entre les agents et les élus, nous, en tout cas, avec lesquels on travaille. Et après, il va y avoir certains projets où nous, on aime bien dire qu'on hack un peu les projets. Ça fait partie vraiment des choses de notre façon de faire et ça nous tient à cœur, en tout cas, de nous servir quelque part de nos projets pour aller distiller, en effet, et faire réfléchir aux façons de penser. Et par exemple, on a travaillé pendant un moment pour les GEC. Alors, les GEC, dans la construction, peut-être que vous le connaissez parce qu'il y en a plusieurs. Donc, les GEC, c'est des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. En gros, c'est plein de boîtes qui se mettent ensemble, souvent dans les métiers en tension, on va pas se mentir. Donc, on va avoir le GEC industrie, le GEC construction. En gros, les grosses boîtes de construction qui vont adhérer à une asso et cette asso, elle va leur employer de la main-d'œuvre
dites éloignées de l'emploi. Comme ça, eux, ça leur fait leur taux aussi, RSE, on va pas se mentir, hein, y a des enjeux derrière. Mais les GEC, il y a quelque chose d'intéressant parce que ça fait de l'alternance quand même. Et souvent, ça finit par un CDI. Donc il y a toute... Et puis, oui, c'est ça, l'alternance, la formation. Et du coup, on a vraiment travaillé là sur en fait comment sur vraiment ce rapport-là, parce que évidemment dans la construction et en fait dans tous les métiers en tension, ils disent mais les gens ils veulent plus travailler. En même temps, quand tu as vu ton père et ton grand-père handicapé à 50 ans, tu n'as peut-être pas envie de faire la même chose, quoi. Mais bon, c'est pas si évident. Non, mais enfin, je veux dire, et du coup, voilà, on travaille là avec les employeurs en direct sur le rapport, mais ça reste de personne à personne. Vous voyez, là, on a un projet qui est notre projet phare du moment, qui est un projet sur lequel on voulait vraiment, vraiment travailler. Enfin, en fait, nous, je ne sais pas si vous avez vu le film Debout les femmes de François Ruffin et Gilles Perret sur les aides à domicile. Bah, voyez-le. Bon, après, prenez des mouchoirs parce que vous allez pleurer pendant une demi-heure. Mais vraiment, regardez-le. Et moi, personnellement, après avoir vu ce film Debout les femmes, j'ai été déprimée de ouf en mode, enfin, si lui, député, il arrive à rien faire, moi, en fait, je fais quoi? Bien, on arrête tout. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, il y a un moment, en fait, lui, il est là et en plus, il est en binôme avec un député macroniste de la majorité. Enfin, je veux dire, à un moment, si lui, il n'y arrive pas, à quelle heure, moi, je crois encore que je peux faire un truc. Bon, bref, ça m'a pris une demi-heure et après, le besoin de sens de la vie te donne trois arguments. Et tu te dis, peut-être que justement, c'est par le local qu'on va y arriver, blabla. Et donc on s'est dit, putain, il faut trop qu'on travaille sur les conditions de travail des aides à domicile. C'est pas possible. Et à ce moment-là, on a l'association Famille Rurale. Famille Rurale au national, c'est une association qui a plein d'associations et de crèches et d'aides à domicile et de je sais pas quoi. Et qui nous dit, ben, en fait, la population vieillit et les gens, elles ne veulent plus être aide à domicile. Ça. Comment on fait? Aidez-nous. Il faut qu'on arrive à faire qu'on puisse gagner encore de l'argent, en gros, à la base. Et donc là, avec Sophie, on se dit, ouais, mais enfin, c'est ouf parce que ça nous permettrait de travailler sur les conditions de travail des aides à domicile. Sauf que nous, clairement, on va pas travailler pour que les boîtes de famille rurale gagnent de l'argent. Enfin, c'est pas trop exactement notre positionnement. Donc là, on travaille en fait avec famille rurale. On leur dit, écoutez, nous, on veut bien travailler avec vous, mais on signe un contrat commun d'engagement pour l'intérêt général, on vous en parlera plus tard. Et nous, en fait, on travaillera pour les conditions de travail des aides à domicile. C'est ça notre angle, en fait, ce sera notre seul angle. Et on veut écrire dessus, et on veut faire de l'open source, et on veut... Donc voilà, et donc ça, on a travaillé dessus, et là, sur le rapport au travail, c'est super intéressant aussi, en fait, parce que, en fait, on arrive dans un milieu qui est quand même assez contraint parce qu'il faut savoir que du coup, c'est l'État qui subventionne les heures des aides à domicile et c'est compté, c'est hyper particulier. Donc, il y a forcément, pour faire bouger les choses, il faut de la politique. En fait, il faut un portage politique. Mais nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on va en fait sur le terrain et on va expérimenter en fait des nouvelles formes pour les aides à domicile. Donc, le travail en binôme sur des cas lourds, je suis désolée, je rentre dans des détails, je ne sais pas à quel point ça fait sens, si ça vous intéresse. Le travail en binôme pour des cas lourds, par exemple, parce que c'est un métier qui est très handicapogène, comme d'autres métiers, mais il y a beaucoup de femmes qui finissent invalides ou qui ont des vrais problèmes moteurs, physiques, en tout cas derrière. Sur des histoires de matériel, enfin, beaucoup de choses qui fait que nous, en fait, ce qui a été intéressant dans notre manière d'avoir appréhendé ce projet-là, c'est qu'on a fait passer le message que, en fait, c'est normal que vous ne gardiez pas vos salariés. En fait, on ne peut pas continuer de vouloir que les gens trouvent ça normal, qu'on exploite leur corps, en fait. Non, mais enfin, je veux dire, c'est hyper important. Et pour nous, c'était hyper intéressant et on continue, et c'est ça ce qu'on veut faire dans la vie, c'est distiller et essayer de faire comprendre à tous ceux qui font le système et qui participent au système, bah, juste ce qui se passe, quoi, et pourquoi on peut ne pas accepter d'être totalement maltraité. Voilà, je sais pas si ça répond à votre question. Je ne sais pas si votre micro est ouvert. Ah, c'est bon. Vous étiez juste trop loin. Oui, non, c'est tout à fait important parce que tout le monde se pose des questions dans toutes les façons, quelles qu'elles soient. Et le travail que vous faites, il est vraiment pas ça pour faire plaisir. S'il y
pas de gens qui a plein de temps pour ces réflexions, on ne va pas s'en faire. Parce qu'il se crée un déséquilibre phénoménal dans le travail. Plus il y en a qui veulent travailler à temps partiel, plus les autres ne savent plus. Dans le BTP, pour les gens qui font des papiers, si les conditions de travail sont mauvaises, ça va plutôt 4 jours par semaine, 4 jours de travail, 3 jours de repos. Dans les TPE, dans les boîtes d'hôpital, les grands tailles, c'est un peu cauchemar. Oui, il va alors, et en tout cas, les problématiques, elles sont toujours intersecteurs. Donc, de travailler sur le service à la personne qui a les secteurs les plus chez les pires, c'est sous-métier la rémunération. Oui, bien sûr. Par semaine, c'est abominable. Non, c'est abominable. Et puis, c'est des charges très lourdes. Personne ne peut voir. Dans le TP, on doit avoir des trucs avec la personne. Donc, et par ces réflexions, on va espérer trouver des solutions. Là, personne ne comprend. Les gens imaginent que 35 heures, c'est un peu important. Ça nous dit que pas pour ça. Pour les études, 45 heures, c'est un peu important. Alors, les employeurs, ils font 35 heures. Les autres, 35 heures. Alors, ouais, il y a énormément de choses que la personne est au courant de l'ensemble. Le bureau de presse, pour moi, il faut capital. On essaye de participer aussi. Tous les domaines de l'économie, on essaie de mettre en place des choses. Mais c'est pas simple. On est très d'accord que la structure est. Alors, je rajouterais qu'on essaye d'y passer tout notre temps, mais pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui nous payent pour ça. Oui, et puis c'est des réponses que tout le monde n'a pas forcément envie d'entendre. On a pas mal travaillé sur les secteurs de l'insertion, par exemple sur la question de la parité dans les structures de l'insertion ou sur la question des travailleurs en situation de handicap dans les structures de l'insertion. Et pour ça, on est allé voir Pôle emploi, Cap emploi, tous ceux qui expliquent les métiers des structures de l'insertion. Les structures de l'insertion, c'est des structures qui sont censées aider à reprendre un rythme, à se remettre au travail pour des gens qui sont éloignés de l'emploi. Et en fait, on est allé aussi gratter comment à Pôle emploi il présente ses métiers, comment c'est très sexiste en termes de présentation aussi. Et en fait, quand on va soulever toutes ces questions-là, et aussi le fait que, oui, des gamins de 16 ans, ils n'ont pas forcément envie d'aller vers un métier, enfin, ils ont encore des rêves, ils n'ont pas forcément envie d'aller vers un métier qui va peut-être les rendre handicapés, et encore heureux qu'ils aient des rêves, et en plus, ils veulent être bien payés, ils ont bien raison. Enfin, en fait, quand on fait ne serait-ce que des réunions, des comités de pilotage multipartenariaux où il y a Pôle emploi autour de la table, on a eu des réactions extrêmement violentes à nos propos. Enfin, il y a des gens qui ont menacé de partir de réunion parce qu'on parlait aussi des conditions de travail des agents chez Pôle emploi. Enfin, en fait, on nous paye pour des sujets un peu annexes, on parle toujours des conditions de travail, même des gens en interne, parce qu'en fait, s'ils sont pas bien chez Pôle emploi, ils vont pas traiter bien les jeunes ou les travailleurs handicapés. Enfin, et ça, on le soulève à chaque fois, mais c'est toujours touchy et c'est pas toujours là-dessus qu'on nous attend. Et enfin voilà, Ouais, et puis plus c'est pas facile quoi. plus ça va, plus aussi c'est dur pour nous de trouver un cadre dans lequel on accepte de travailler en dormant correctement, hein, parce que là, par exemple, on est en train vraiment de hacker notre propre représentation. Ouais, on va faire ça. Juste, je vais finir là-dessus. Mais là, par exemple, nous, on travaille souvent avec la DES, donc c'est la Direction départementale Emploi, Travail et Solidarité, parce qu'ils ont mis tout le travail ensemble. Et on travaillait sur l'insertion avec eux depuis un moment, mais bon, là, quand même, c'est quand même de plus en plus hard, hein, légalement, ce qui se passe, c'est des lois qui passent et les arrêtés qui passent, où vraiment tout le monde doit être au travail. Et pour nous, en fait, commence à se poser quand même pas mal de questions, hein, parce que les agents qui nous demandent de travailler sur des sujets, certes, connaissent nos valeurs et connaissent nos intentions, mais on rentre quand même dans une politique nationale qui est hardcore, quoi. Non, mais qui est hyper grave, quoi. En fait, cette façon de vouloir absolument mettre tout le monde au travail, c'est d'une violence inouïe, c'est nier des choses qui existent et qui sont hyper douloureuses. Moi, je pense par exemple aux mamans solo, de vouloir absolument qu'elles travaillent en plus. Moi, je trouve ça... Enfin, en fait, ça se voit que tu n'es pas une maman solo, en fait, pour penser que tu peux... Quoi, il faudrait que... Non, mais il faut trouver des modes de garde pour les mamans solo pour qu'elles travaillent. Donc, du coup, elles rentrent à 17h, elles vont récupérer leurs 2 enfants, et là, il faut qu'en s'occupant de leurs 2 enfants, elles fassent les devoirs, qu'elles fassent à manger, qu'elles fassent... En fait,
on se rend pas compte des injonctions et de à quel point c'est violent pour de vrai, physiquement, pour les personnes qui sont concernées par ces arrêtés, qui ne sont bien évidemment aucune personne qui écrit ces arrêtés. Et nous, de plus en plus, ça devient, enfin, moi personnellement, peut-être encore plus que les autres, mais c'est très compliqué de dire, OK, on y va ou on n'y va pas, ou comment on hack cette fois-ci, enfin, jusqu'où on s'auto-convainc qu'on est en train de distiller quelque chose, mais quand même, on participe à quelque chose qui nous... Enfin bon, c'est compliqué, ouais. Des questions? Non, je rigole. Allez. Du coup, là, on va faire un petit... Est-ce qu'on ne présenterait pas les projets d'abord? Je sais pas. Ouais, hein. Ouais. Parce que là, ça va de nouveau un truc un peu technique. Ah, c'est toi qui commence? C'est moi. Allez. Non, sinon, fais-toi un petit Ouais, peu c'est mieux. design. Ouais. Du coup, on va vous présenter 2 projets et on voulait juste te dire en intro qu'on n'est pas tous designers dans l'équipe, mais que par contre, on utilise une méthode qui est toujours un peu la même et qui est enseignée plus ou moins dans les études de design social. Donc, globalement, on fait tout le temps des immersions, on fait de la co-conception, du prototypage et du test ou des expérimentations, ça dépend. Et restitution et évaluation. On essaye quand même de plus en plus de proposer des méthodes d'évaluation de nos projets pour que l'argent qu'on nous a donné soit utilisé à bon escient, qu'on sache ce qui a marché, pas marché, et ce qu'on peut réutiliser sur d'autres thématiques. Et donc, là, je passe le projet qui sera présenté après. Voilà. Donc, je vais vous présenter un projet qui s'est terminé en novembre 2023, qui a duré 2 ans, qui est un projet pour lequel un établissement médico-social, je vais essayer de pas trop faire d'acronymes, vous avez le droit de lever la main et de crier si vous ne comprenez rien, un établissement médico-social qui accueille des enfants en situation de handicap, souhaitait réécrire son projet de service. Donc le projet de service, globalement, c'est la ligne de conduite du service pendant 5 ans. Et donc, dans ce projet de service, ils disent nous, on accueille les enfants de telle manière, on en prend soin de telle manière, avec telles et telles intentions. C'est vraiment, ce serait comme un projet d'entreprise, quoi. C'est la manière dont ils vont, dont ils gèrent les choses. Et donc, un CESAD, juste pour expliquer un peu, c'est un service qui accompagne des enfants qui sont scolarisés dans soit classe ordinaire, soit des classes aménagées, ULIS, SECPA ou dans d'autres non, dans d'autres services. Et en fait, c'est des éducateurs, des psychologues, ergothérapeutes, kinés qui viennent apporter des prestations en plus et des temps aux jeunes parce qu'ils ont besoin d'un accompagnement pour pouvoir maintenir leur scolarité, une scolarité à peu près équilibrée. Et du coup, parfois, ils ratent 1 heure de maths pour passer 1 heure avec un éduc ou il y a la psychologue qui va au collège pour passer 1 heure avec eux. Donc vraiment, c'est un service de soutien pour des enfants qui ont des difficultés sociales, psychologiques et qui ont un handicap reconnu par la MDPH. Et donc là, en gros, le début du projet, c'est que la directrice de ce service, donc de ce CESAD, a vu un appel à projet du ministère de la Santé sur la participation des personnes bénéficiant d'un service à domicile. Et donc, elle a souhaité réécrire son projet de service en allant chercher des designers. Elle ne savait pas trop ce que c'était, mais elle a tapé design social sur Google, elle nous a trouvé, elle nous a appelés. Et elle m'a raconté son projet. Et donc, son idée, c'était que les enfants et les familles participent à la construction de ce projet de service et qu'ils aient plus l'avis des jeunes et plus l'avis des familles sur leur manière de fonctionner. Parce que finalement, ils sont entre professionnels, mais ils ne savent pas trop à quel point les familles et les jeunes sont d'accord, ont leur mot à dire et tout ça. Dans le médico-social, il y a quand même un truc assez important on prend des décisions pour les autres, et notamment dans les questions de handicap, où on parle de plus en plus de participation, d'empowerment, de ce que vous voulez, pour contrer un peu cette habitude parfois d'être entre professionnels parce que manque de personnel, parce que tout ça, mais du coup, de pas forcément toujours intégrer les usagers aux décisions qui sont prises et qui les concernent. Donc là, c'était une vraie
belle volonté de la part de l'équipe et de la direction. Et donc, nous, on a écrit un projet ensemble, on l'a déposé à cet appel à projet du ministère de la Santé et on a obtenu de l'argent pour travailler pendant 2 ans ensemble. Il y a assez peu de projets qui sont financés. Il y en a 6 sur 100 ou 120. Donc, on était hyper contentes. Et ce qu'on a écrit comme projet, c'était d'utiliser le design et la photo et la vidéo comme outil de médiation avec les jeunes pour les faire parler et pour potentiellement rendre un projet de service sous format vidéo ou roman photo. On ne savait pas trop ce qu'on allait faire au départ. Mais l'idée, c'était que la manière dont le service fonctionne soit accessible aux jeunes et aux familles. Et donc, on a débarqué là-bas pendant 2-3 mois. On a suivi les équipes, les éduques avec les jeunes. On a essayé de comprendre comment ça fonctionnait, quelles étaient les manières d'accompagner. Et on a notamment, donc ce projet, je l'ai mené avec Marion, qui est la vidéaste de notre équipe. Et on a mis, Marion a mis sa caméra dans les mains des jeunes aussi, en leur demandant de se filmer, de jouer des scènes qui représentaient pour eux à quoi ce service sert, qu'est-ce que ça leur rapporte dans leur vie, comment ils se sentent quand ils sont là. Donc l'idée, c'était qu'on puisse recueillir leurs paroles, et c'est pas si simple de demander à des ados en situation de handicap, bah tiens, pourquoi tu viens ici et à quoi ça te sert? C'est un peu touchy, donc on a fait ça. Voilà, donc là, vous les voyez, par exemple, jouer des scènes d'accueil d'un enfant dans le service, et finalement, les mots qu'ils ont utilisés, tout ça nous a servi à comprendre comment eux le vivent et comment il faut qu'on en parle aussi pour qu'ils le comprennent et pour que des nouveaux le comprennent. Non, je sais pas, ça aurait été bien. Ouais. Et donc, tout notre projet était axé sur cette utilisation de la vidéo et sur le fait de faire des supports tangibles pour pouvoir mieux raconter à quoi sert un CESAD et qu'est-ce que ça apporte aux jeunes et aux familles et quelle place les jeunes et les familles doivent avoir dans ce service. Pour commencer, là, c'est un peu un outil design de base, mais on a fait un parcours. L'idée, c'était de rendre compte de ce que moi, j'avais compris de leur service. Donc, j'avais étalé sur la table un peu mon compte rendu. Bah, apparemment, vous commencez là. Au bout de 6 mois, vous avez une période d'évaluation, puis l'accompagnement est réadapté. À la première étape, il y a tel et tel professionnel qui agissent et on vous donne tel type d'outils, de support. Enfin, voilà. Et finalement, on a fait des ateliers comme ça avec les parents, en leur demandant où est-ce que se situait leur enfant dans le parcours. Et en fait, ils n'en avaient aucune idée. Les professionnels n'appelaient pas forcément les étapes de la même manière, ils n'étaient pas au clair finalement sur ce déroulé, sur ce fil rouge et sur est-ce que les familles participent à telle étape ou plutôt à telle autre. Et finalement, la participation des familles était parfois un peu aléatoire en fonction de la famille, en fonction du professionnel qui le prenait en charge aussi. Et donc voilà. Donc finalement, nous, le fait de mettre à plat ce parcours, on s'est rendu compte de la nécessité d'éclaircir les choses, de trouver des nouveaux noms pour les réunions aussi, parce que c'était réunion clinique, réunion d'admission, et donc tout ça, on a fait des temps avec les familles, avec les jeunes, on a renommé avec les parents chacun des temps. On a fait sortir tout un tas d'idées pour améliorer le parcours et améliorer la manière dont les jeunes et les familles participent dans ce parcours. Dans nos méthodes, tout à l'heure, je disais qu'il y a immersion, après il y a co-conception, expérimentation, et nous, en fait, après l'immersion et après des ateliers avec les jeunes et les familles, on a fait sortir 11 expérimentations. Ce qu'on appelle une expérimentation, c'est un truc, une solution ou un outil qu'on aimerait développer et mettre en place et tester pendant un certain nombre de mois ou de semaines pour voir si ça fonctionne. Ces 11 expérimentations, là, je ne sais pas toutes remises, mais en gros, les professionnels et les familles ont voté pour celle qui était le plus importante pour lui et qui allait le plus transformer la prise en charge et le fonctionnement du service. Et donc, il a été décidé de transformer le projet de service en vidéo. Et donc là, il y a un gros travail de coécriture avec les jeunes, les familles, pour écrire un projet de service qui soit entendable, qui soit facile à comprendre et qui puisse en quelques mots expliquer ce que c'est un CESAD. On a aussi tourné une vidéo de boîte à questions parce qu'il y a des questions récurrentes des familles. Quand vous avez un enfant en situation de handicap et que vous recevez une notification de la MDPH en disant que vous avez une orientation CESAD, ok,
c'est quoi, ça sert à quoi, on vient comment, est-ce que moi en tant que parent j'ai ma place, mon mot à dire sur l'accompagnement, enfin, voilà, toutes ces questions, elles méritaient des réponses parce que les familles vivent déjà des moments hyper difficiles et tout est compliqué, donc voilà, il y a un travail de rendre clair qui était nécessaire. On a fait un plateau de jeu aussi, est-ce que je l'ai en photo? Oui, voilà, qui vient du parcours que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui est utilisé finalement en réunion de première rencontre pour expliquer par où va passer le jeune dans son parcours et quels sont les intervenants qui vont intervenir à chacune des étapes. Et finalement, cet outil, il rassure les parents, il fait un outil de médiation entre les professionnels et les familles, alors que tout est oral ou sur des documents hyper compliqués. Donc voilà, on a créé des supports. Vous voyez la maquette là et la deuxième maquette là. Et aujourd'hui, il est en train d'être produit avec les jeunes dans une sorte de Fab Lab. On a fait d'autres outils de médiation, des cartes qui présentent les professionnels et avec une photo et avec les mots qu'avaient mis les enfants sur le travail des professionnels, qui permet aux familles aussi de savoir qui va intervenir auprès de leurs enfants, parce qu'ils ne sont pas forcément amenés à les rencontrer, et à décrire de manière simple le métier de chacun. Qu'est-ce que fait une ergothérapeute? Voilà, on a mis des mots simples là-dessus. Et on a pensé une refonte totale du dossier d'admission. On l'a fait avec des familles aussi, parce que c'est des dossiers compliqués, avec tout un tas de droits et de devoirs qu'on a imagés, mis sous forme de schéma. Enfin, on a tout rendu un peu plus digeste. Et finalement, ça a fait changer plein de choses en interne qu'on n'a pas forcément remises là, mais la manière d'accueillir les familles, le fait que le service va désormais rester beaucoup plus ouvert et qu'il y a des outils pour récolter l'avis des parents à différents moments dans le parcours. La forme des réunions a été repensée. Le projet de 2 ans a fait bouger beaucoup, beaucoup de choses. Là, ah oui, j'ai vraiment pas dit ça, alors que c'était un peu la base, mais quand on est arrivé dans le service, en fait, ils venaient d'acquérir un étage supplémentaire. Donc, il y avait les bureaux à un étage et l'étage supplémentaire venait d'être acheté. Et du coup, l'idée, c'était que cet étage soit dédié aux jeunes et aux familles. Donc, nous, ça nous a servi de support pendant tout le projet aussi, de se demander ce qu'on allait faire de cet étage. Et finalement, les familles et les jeunes ont totalement co-construit comment cet étage allait être utilisé. Et donc, il y a une salle des familles, il y a un lieu d'accueil pour des permanents, pour accueillir les nouvelles familles et que des anciennes puissent les accueillir. Il y a une cuisine totalement pensée par les jeunes et dans laquelle ils vont organiser des soirées dont ils avaient envie. Une salle de jeu, une salle de bien-être. Enfin, voilà, tout a été pensé pour eux et par eux et réalisé par une archi d'intérieur derrière. Donc, c'est allé jusqu'au bout et c'est chouette. Voilà, donc ça, c'est les livrables. Donc, il y a eu le plateau de jeu dont je vous parlais, toutes les vidéos qu'on a tournées avec les équipes. Et finalement, le fait d'écrire le scénario d'une vidéo, ça permet de poser plein de choses aussi, de savoir avec quelle valeur on se présente, comment on explique ce qu'on fait. Il y a des outils de médiation que vous voyez ici, par exemple, où l'idée, c'était de pouvoir faire parler un peu de manière sensible les jeunes de son projet de vie. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais dans le handicap ou dans les structures comme ça, quand vous rentrez, on vous demande quel est votre projet de vie. Voilà, à 6 ans ou 8 ans, quel est ton projet de vie? Pas facile, mais en tout cas, ils doivent avoir un document, puisque du coup, c'est le projet éducatif finalement, et c'est le projet que doit poursuivre l'équipe de professionnels. Et c'était très factuel, c'était apprendre à lire, apprendre à se diriger dans la ville et des choses comme ça. Et donc, l'équipe voulait y mettre un peu de sensible. Et donc, on a imaginé à partir de jeux, de cartes qu'ils avaient déjà, mais une manière de questionner l'enfant avant la construction de ce projet. Et de pouvoir dialoguer avec les parents aussi sur les désirs un peu plus sensibles de l'enfant et un peu moins techniques. Et il y a notre équipe de jeunes là qui a tourné des vidéos aussi avec nous. Ils ont tourné des scènes sur comment il faudrait mieux accueillir les futurs jeunes qui arrivent dans un service, comment les rassurer, comment leur expliquer. Donc ils sont un peu devenus réalisateurs. Je pense que ça a créé des vocations. Et voilà sur les livrables. Après, on a des petites citations parce que du coup, ah oui, le projet était, comme c'est de l'argent public, le projet était évalué par un cabinet extérieur d'évaluation. Donc tout le long, il y a quelqu'un dont c'est le métier qui nous a suivis et qui a posé des questions aux familles, aux jeunes, aux pros sur qu'est-ce que le projet a fait naître,
à quoi ça a servi, qu'est-ce que ça a créé dans l'équipe en dehors de ce qu'on avait prévu et des résultats visibles. Et donc voilà, la citation dit que ça a été un facteur de cohésion dans l'équipe et que au fil des mois, le projet a été hyper fédérateur et que finalement, même pour les derniers arrivés, ça leur permettait de s'approprier les valeurs du service et le sens de ce travail en équipe. Et qu'il y a plein de choses qui n'avaient pas été dites et pas été présentées à eux quand ils sont arrivés dans le service et que ça redonnait vachement de sens. Pour la petite anecdote, mais la directrice pas la directrice du service, mais celle dessus, à force de nous voir travailler comme ça, elle s'est pris de passion pour le design en 55 ans à peu près. Et derrière, elle a changé de poste, elle est directrice de transition désormais, et elle s'est renseignée, elle a fait un tas de webinaires et de vidéos sur YouTube sur le design social, et elle est arrivée dans son nouveau poste avec 1 milliard de méthodes où elle fait des réunions d'équipe en lançant des pelotes de laine à son équipe pour que chacun réagisse et se demande qui est le premier dans le parcours, le second, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer pour les familles. Enfin, elle a totalement changé sa manière de travailler. C'est notre ambassadrice du design social, mais voilà, ça a amené des changements de pratique assez chouettes et du coup à un niveau pas au niveau, pas qu'au niveau des acteurs de terrain. Donc ça transformer les pratiques, quoi. Des questions? Vous avez parlé d'expérimentation. Combien de temps elle dure l'expérimentation que vous avez faite là? Est-ce que vous avez mis en place des moyens de captation des résultats d'expérimentation? Comment ça s'est évolué sur ces temps-là? Dans le cadre de ce projet, les expérimentations, par exemple, c'était il y avait à peu près entre 4 et 6 mois pour les faire. Et en fait, il y en a qui s'étaient dessinés très tôt, par exemple, faire ces cartes de présentation de chacun des professionnels. Dès les 2 premières réunions, c'est sorti. Donc moi, tout de suite, j'en ai fait un prototype. Je leur ai donné, ils les ont corrigés. Et ça s'est corrigé au fur et à mesure de l'usage. Donc finalement, c'est une expérimentation qui a dû durer 1 an et dont la version finale est arrivée au milieu du projet. Et il y en a d'autres, comme ce plateau de jeu, où on avait fait une maquette et puis on l'a présenté aux familles. Et c'est comme ça a duré. Et la méthode d'évaluation, c'est que la directrice qui fait toutes les réunions de première admission nous a dit putain, c'est génial ce truc. Et qu'on on était là sur des premières réunions aussi et on a vu les pros utiliser le plateau de jeu et les gamins s'approprier parce que du coup c'est coloré, c'est joli, donc les jeunes s'interrogent, posent des questions et donc participent à cette réunion à laquelle ils ne participaient pas du tout au départ. Donc là, c'est des méthodes d'évaluation très, c'est l'équipe qui a testé finalement, qui nous a fait des retours, on a adapté. Et on n'a vraiment pas fait quelque chose qu'ils n'avaient pas envie, l'équipe. Enfin, l'outil dont je parlais tout à l'heure, celui-là, avec les cartes de jeu pour faire parler les jeunes de manière sensible, l'ambition de départ, c'était il faut qu'on trouve une manière sensible d'alimenter ce projet qui est trop sec et trop technique. Et après, on a testé des choses. Et quand on a testé ça, c'est pareil, j'ai fait un prototype hyper rapide et finalement, la fois où parce que le Puy-en-Velay, c'est à 3 heures de route de chez nous, donc on y allait tous les 1 mois et demi à peu près. Mais quand on est revenu la fois d'après, ils nous ont dit je vais essayer avec 3 jeunes, sur les 2 premiers, ça a fait ça. Et en fait, chaque professionnel l'avait essayé avec 2-3 jeunes. Et donc, on a pu faire une version finale qui fonctionne et qui s'était déjà appropriée. Donc, bon, là, voilà. Après, ça dépend des types de projets. Ouais, il y a des expérimentations sur le projet famille rurale, par exemple, sur les aides à domicile. Les expérimentations sont d'un tout autre type. Oui, en fait, selon les types de projets, on va avoir vraiment de l'expérimentation de solutions parce qu'on a des enjeux qui sont gros et que les solutions, on ne peut pas en faire 30 000 aussi pour le travail que ça va demander, en fait. Et en même temps, parce que voilà, il y a des enjeux qui sont fous parce que nous, on peut pas prédire exactement ce qui va se passer. Et là, c'est vraiment des expérimentations.
Mais il y a des projets où, en fait, on se rend compte très vite, grâce à la partie immersion et co-conception de solutions avec les gens, qu'on pourrait mettre en œuvre des solutions assez rapidement, mais que cette mise en œuvre de solutions, il faudrait quand même qu'elle soit adaptée. Et en fait, c'est plutôt dans le sens prototype et test, en fait, où on expérimente au fur et à mesure et on réajuste et on réajuste et on réajuste la solution à laquelle on va penser. Mais c'est pas forcément la solution en elle-même qui va être expérimentale et vraiment ce qu'elle est, la solution, et ce qu'on imagine qu'elle représente, mais plutôt la forme qu'elle prend. C'est plutôt ça qui va être réajusté au fur et à mesure, quoi. Ça dépend vraiment des projets et des besoins des projets. Et c'est que souvent, on livre pas le truc en disant, ben voilà la solution et débrouillez-vous pour la mettre en place. On essaye d'accompagner enfin, nos clients, les acteurs, nos partenaires, pour la mettre en place et adapter cette mise en place pour que ce soit pérenne derrière. Je branche mon ordinateur. Faut que tu charges. Ouais. Les devis avec autant d'incertitudes là, c'est un appel à projet et ce qu'on devise, c'est le nombre de jours qu'on va passer en immersion. Globalement, on savait qu'on aurait le temps d'accompagner. Enfin, on avait un nombre de jours de présence en phase immersion, en phase co-conception et en phase expérimentation. Et du coup, derrière, quand on a fait sortir 11 expérimentations, en calculant un peu, moi, je leur ai dit, bah, globalement, on doit pouvoir en accompagner 5. Et finalement, ils en ont choisi 5 et il y en a 2 qui sont fait de manière autonome sans nous parce qu'ils se sont dit, bah là, on n'a pas besoin de la grande bobine pour le faire. Mais par contre, on a quand même envie de le faire. Et donc, on calcule un peu comme ça. En fait, on budgète un nombre de jours et après, Ouais, ça peut même enfin, être là, on a fait comme ça parce que c'est un projet de 2 ans et à chaque fois, on leur dit, bah, en fait, en immersion, on sait pas ce qu'on va trouver. Donc, autant on va faire un film. Là, à la base, on voulait faire un roman photo. Finalement, on n'a pas fait un roman photo, on a fait un film parce que c'était plus approprié et qu'en termes de lecture et tout, les jeunes, c'était pas la bonne solution. Donc, Après, si on peut, on essaye de phaser, en fait. Dire, ouais. OK, là, on peut vous faire un devis sur immersion conception, et puis après, on verra pour les XP. Enfin, en fait, Après, on fait un peu. Enfin, en fait, toute notre façon de travailler est de la même, finalement. ouais, après, on a un peu l'expérience sur un projet de 2 ans. On sait que pour l'accompagner, il faut tant de milliers d'euros pour l'accompagner correctement. Sur un projet de 6 mois, enfin, on a plus des fourchettes d'un accompagnement de qualité et multidimensionnel, pas que sur des outils ou pas que sur du partenariat ou pas que si pas que pour ça. les gros projets, ouais. Ouais, on commence à avoir une fourchette de ce qu'il faut pour pouvoir le faire correctement. Après, on facture jamais autant de jours que ce qu'on passe. Mais c'est le principe d'avoir des taux élevés aussi. En fait, nous, ce qu'on regarde aujourd'hui avec 3 ans d'expérience dans l'entreprise, en effet, c'est les projets qui nous prennent. En fait, il y a quand même une charge mentale des projets qui nous prennent 1 an ou qui courent sur 1 an ou qui courent sur 6 mois, malgré une commande qui va être non, mais on veut juste 4 ateliers. Oui, oui, non, c'est pas vrai, vraiment. Et puis nous, en fait, si on l'a sur 1 an, ça veut dire qu'en fait, enfin, on commence à avoir l'habitude. Donc, en effet, on a un peu une fourchette de voilà, un projet qu'on accompagne sur 1 an, ça va être 60 000. Moi, je vous donne les chiffres. Hein. Voilà, après, qu'est-ce qu'on avait vu ouais, 4 mois, enfin, des trucs comme ça, à peu près, des fourchettes. Et après, on voit un peu au fur et à mesure. Après, on a une posture qui est vraiment particulière aussi avec nos partenaires. C'est que on essaye que ce soit des partenaires, quoi. En fait, dans la mesure où on essaye de travailler pour un intérêt commun en général, on est hyper transparente sur les coûts, nos salaires, comment on fait. Et en général, on leur dit, bah, donnez-nous votre budget. Enfin, si vous avez vraiment envie de travailler avec nous, donnez-nous votre budget et on voit comment on fait. Et à la limite, on va trouver avec eux des solutions. Ça, c'est pour cette année. Ben, OK, on va commencer là et puis on fera la deuxième comme on aurait un budget. Mais en fait, nous, on ne veut pas se brader. Mais là, c'est un peu différent, comme c'est le cas d'un appel à projet. Il y a des budgets maximum autorisés voilà, et on a obtenu tout ce qu'on a demandé. Donc là, c'était un peu royal. On s'est dit, waouh, incroyable. Parce que des fois, ils accordent que la moitié du financement et finalement, on a eu tout. Et en fait, on a fait l'accompagnement maximal. Ouais, on va plutôt adapter notre accompagnement au budget que l'inverse. Pas d'autres questions sur le design dans la santé, tout ça là? Bah, ou même des questions pour orienter la suite de la présentation. Il reste 40 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions, des aspects particuliers qui vous intéressent plus que d'autres, sur lesquels on peut parler de tout encore. On peut présenter un deuxième projet aussi, mais ce ne sera pas court. Ça va. Tout à l'heure, vous aviez parlé dans la création d'entrepreneuriat,
vous avez adopté des méthodes de design pour travailler la gouvernance même de votre projet entrepreneurial. Est-ce qu'il y a des choses qui sont sorties particulières pour vous pour vivre cette aventure entrepreneuriale? Des choses qui ont été déterminantes pour nous dans le... Vous utilisez des moyens de design pour organiser la gouvernance de cette scope. Est-ce qu'il y a eu des éléments en pratique qui sont sortis pour... on a fait plusieurs types d'ateliers, mais on a fait par exemple il y a eu un jour où on s'est dit comment chacune voit les autres dans l'entreprise, par exemple. Et donc, on s'est fait un espèce d'organigramme comme ça de ce que chacune projette des compétences des autres et de ce qu'elle pourrait faire comme place dans la boîte, vs ce que nous, on pense avoir comme place dans la boîte ou on veut avoir comme place dans la boîte. Et donc là, on a vu des écarts aussi de elle me voit à ce poste-là, mais moi, je n'ai pas du tout envie de faire ça. Donc, il y a eu des choses comme ça qui ont été faites. Après, moi, je me souviens quand même de Emma qui nous avait fait une méthode Disney sur les bureaux. Hyper cool. Donc, on n'est pas toutes designers ni designeuses. Et du coup, c'était en fait, elle nous a fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire sous couvert, on fait vachement de co-formation interne, ça fait partie des choses qu'on a envie de faire, c'est-à-dire qu'on se forme les unes les autres aux choses qui nous intéressent en ce moment ou à nos compétences, ce genre de choses. Et notre première co-formation, il y avait un petit point design de Emma et Sophie pour nous autres. Et du coup, sous couvert d'une co-formation design, en fait, Emma nous a fait un atelier en méthode Disney. Je ne sais pas si vous connaissez les designers ici. Mais en tout cas, c'était du coup de nous faire croire qu'on travaille sur quelque chose pour à la fin nous dire, OK, en fait, vous travaillez sur ça depuis le début, ça veut dire ça et tout. Et en fait, on avait une espèce de mésentente ou de galère ou de je sais pas comment dire sur les bureaux. C'est-à-dire que Sophie, elle bosse à la verrière, nous, on est au spot et du coup, on a 2 bureaux. Comment on fait? C'est relou. On n'avait pas de lieu pour nous accueillir toutes. Donc, et puis, enfin, si. Non, au début, non. Le spot, ça aurait pu, mais quoi qu'il arrive, on n'a pas envie forcément d'être tous au même endroit. Enfin, bon, voilà, il y a. Et donc, en fait, on a fait toute une méthode Disney comme ça, et où ça a aussi désamorcé cette histoire de lieu. OK, en fait, on peut peut-être travailler. OK, en fait, il y a des solutions, parce qu'elle nous avait fait travailler sur des vaisseaux spatiaux. Comment on dit spatial? Et du coup, où il y en avait 2, et on regardait comment communiquer, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait pour que ce soit accueillant, machin et tout. Et donc, ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a vachement marqué sur. Ouais, ça a un peu désamorcé cette histoire de bureau, parce qu'on a trouvé, en se décalant, on a trouvé des solutions tout ensemble sur des choses qui nous vont bien à toutes, quoi. Ouais, et puis il y a eu des moments de crise gérés aussi avec des outils de prise de décision un peu. Juste de se faire pas des météos, mais chacune de vraiment pouvoir déposer sur la table. Là, moi, ce que je crains, on avait fait un truc aussi, genre, ce qui me fait hyper flipper et ce qui me motive à fond, et comment on peut apaiser les craintes de chacune. On a fait sur les points de friction le budget, en fait, est-ce qu'on fait un pot commun ou pas? Et à partir du moment où on a dit oui, on fait pot commun, et du coup, on met tout dans le même pot, parce qu'il y avait 1000 possibilités, on pouvait être payé en fonction de chacune ce qu'elle rapporte dans l'entreprise. Et en fait, il y a plein de choses comme ça, et il y a des trucs qui nous ont libérés aussi, de se dire, bon, en fait, on fait tout commun. En tout cas, ça nous a permis de prendre notre même projet, et même ce truc de comment on voit les autres dans l'entreprise, pourquoi moi, ça me motive autant de monter une entreprise avec une juriste, en fait, je trouve ça incroyable, et c'est hyper excitant comme projet, parce que peut-être qu'on va pouvoir aller plus au bout, accompagner de la mise en œuvre. Il y a on ne s'en rend pas forcément compte, mais on utilise nos méthodes à chaque fois qu'on a des enjeux ou des questions qui surviennent. Il y a eu un moment où, dans cette histoire de mission locale, là, le travail qu'on a fait pour les jeunes décrocheurs, c'était super intéressant parce que pour nous, ça a été passionnant comme travail, mais ce qu'on a rendu, c'était pas du tout ce qu'attendait la cliente, qui avait envie qu'on lui dise il faut faire des modules de réalité virtuelle et puis des modules de relooking et voilà, tu vois. Ça va ramener les jeunes à l'école. Donc nous, on a fait 200 pages sur le rapport au travail, la posture, comment on comprend la nouvelle génération, avec un kit évaluatif, avec des expérimentations à mettre en place, l'évaluation à 6 mois, à 1 an, à machin. Co-écrit avec une jeune. Qui est un travail que moi, je trouve vraiment d'une grande qualité, vraiment, je suis hyper fière de ce qu'on a fait. Là, je pense jamais été utilisé. Ouais. C'est très dur, hein. Et puis on s'est froissé avec, elle nous rappellera plus. Non, mais c'est vrai, elle ne nous rappellera plus. Et du coup, il y a eu un moment où on s'est posé la question, parce que nous, on doit se salarier quand même. En fait, il y a nos vies qui en dépendent de cette histoire-là quand même. Et est-ce qu'on choisit d'être sérieuse
ou d'être honnête. Je ne sais plus ce qu'on s'était dit. En gros, est-ce qu'on répond à la demande de nos clients coûte que coûte pour avoir une super réputation professionnelle? Ah oui, vraiment, voilà, si vous voulez ce que vous attendez, vous appelez la grande bobine. Ou est-ce qu'on prend le risque de se mettre à dos des clients pour faire ce en quoi on croit et être honnête avec des gens avec qui on travaille pour de vrai, qui étaient des décrocheurs là, et des décrocheuses à ce moment-là? Et donc ça, c'est une question qu'on s'est vraiment posée. C'est-à-dire que ça a été quelque chose où nous, en plus, en tant qu'équipe, on a besoin d'être toutes sur la même longueur là-dessus. Parce que quand moi, je suis un peu du genre à mettre les pieds dans le plat, vous l'aurez remarqué. Bon, j'y vais. J'ai pas trop peur, moi, des conséquences. Mais j'ai des collègues qui peuvent avoir plus peur des conséquences. Et aujourd'hui, je suis en boîte avec elles. Je suis plus Lauriane Rock, auto-entrepreneuse. Je suis la grande bobine. Donc, c'est hyper important d'être sûr qu'on est toutes d'accord sur les risques qu'on prend quand on choisit l'intérêt général ou quand on choisit d'être en ligne avec nos valeurs. On prend des risques. On prend vraiment des risques. Bon, on a choisi de prendre des risques. Et c'est cool, en fait. Ben, il n'y a pas trop de risques, en fait. Ouais, on est même, allés deux. On va de plus en plus loin sur ces questions d'alignement entre nos valeurs et le choix de nos projets. Et c'est le dernier chapitre. J'espère qu'on arrivera à y arriver. Peut-être pas. Mais en gros, on écrit même maintenant les conditions dans lesquelles on souhaite collaborer avec nos clients. Donc, on veut signer un contrat commun pour l'intérêt général, mais on leur dit qu'on ne travaillera pas pour leurs intérêts privés, que si à un moment la commande dévie et flatte uniquement l'ego du chef de service et pas l'intérêt général, on va arrêter. Enfin, en fait, on a écrit plein de choses et on va de plus en plus loin là-dedans. Au début, on a eu hyper peur parce qu'on s'est dit, oh là là, la première fois qu'on a parlé de ça, on a eu peur. Et après, du coup, je pense qu'on a les clients qu'on mérite. Du coup, les gens qui veulent vraiment pas, qui veulent faire de l'affichage sur de la concertation, ils viendront pas nous voir, quoi. Mais je pense que maintenant, ils ont compris et que de toute façon, ça se passerait pas très bien. Donc, on a juste le risque aujourd'hui d'avoir des clients qui nous correspondent vraiment. Et donc, franchement, on a des partenaires incroyables. Les projets qui arrivent là, c'est avec des gens qui nous laissent la porte ouverte, qui nous laissent y aller et qui sont d'accord avec nous sur les valeurs profondes de ce qu'on défend. Donc franchement, c'est un vrai apprentissage parce qu'on a eu peur. Et, après, on est pauvre quand même. Ouais, voilà. Après, on en parlera après, mais ouais. C'est pas. Non, mais il faut aussi dire qu'il n'y a pas de risque, c'est vraiment formidable. Ouais. Pendant 3 mois, on ne s'est pas payé l'année dernière quand même. Mais donc voilà, on en rediscutera, on finira là-dessus un peu sur. Non, mais voilà, en tout cas, c'est un vrai choix. C'est lié au fait que la tendance que vous avez avant, derrière moi, là, il n'a pas envie que vous changiez les trucs, forme de représentation, les possibilités, etc. Parce que les problèmes, il les a pour de vrai. Et donc, il a envie de travailler. Oui, mais en fait, ouais, on a des clients qui sont quand même comme ça. Maintenant, il y a des gens qui viennent nous voir en disant, bon, là, en fait, sur les aides à domicile, c'est aussi pour ça qu'ils ont accepté. C'est que ils l'avaient pris sous l'angle de l'amélioration des services. En fait, le vrai problème, c'est que leurs aides à domicile, elles ne restent pas. Et donc, ils le savent. Et quand on leur propose de s'attaquer à ce problème-là, finalement, ils disent oui, mais parce qu'ils ont une capacité de remise en question en interne aussi et qu'ils sont OK pour entendre. On leur a rendu un diagnostic qui n'était pas facile à entendre et qu'ils ont accepté. Mais c'est 2 choses différentes, en fait. C'est-à-dire que en fait, ça n'empêche pas que les gens aient envie de travailler avec nous, mais notre combat, il est éclaté. Enfin, je veux dire, on travaille beaucoup, on met beaucoup de qualité, on se met à plusieurs. En fait, on va pas faire 2 ateliers, un document avec des précaux et partir. En fait, on a une rentabilité qui est pas comme une entreprise qui va dans la recherche principale et la production et la rentabilité. En fait, on ne saura pas faire ça. Et ça, c'est dû à notre engagement sans aucun doute. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'on fait le deuxième projet? Je sais pas, vous préférez, je sais pas, parce que déjà, ne parlez pas beaucoup là. Non, c'est vrai. Est-ce que non, vous parlez oui. Une question plutôt pour des raisons militaires. Est-ce qu'on dit non? C'est très rare. Non, si on a envie de le faire, on se débrouille pour c'est très rare. Mais par contre, il y en a qui nous disent non derrière parce que, comme je vous dis, en fait, on se paye déjà pas beaucoup, on ne peut pas se barader. Donc, forcément, si tu nous dis j'ai 3 000 €, on va te dire ok, bon, on va te faire 2 petits trucs. Et par contre, toi, tu peux nous dire non.
Du coup, je vais pas dépenser 3 000 € pour 2 petits trucs. Et franchement, ok. Mais ça peut arriver que le budget freine un projet. Mais en général, on va réussir à aller chercher. Enfin, Sophie, quand elle raconte Le Puy-en-Velay, elle a coécrit gratuitement, du coup, le projet pour avoir les fonds de la CNSA sur le CSA. On aurait pu pas l'avoir. C'est des risques qui sont pris. Oui, bah d'ailleurs, l'année dernière, enfin, il y a 2 ans, on a réécrit un projet. J'y ai passé des semaines. J'ai dit aux filles, si on l'a pas, je m'en remettrai jamais. On l'a pas eu. Je m'en suis remise. Mais, mais on a fait enfin, 1 an après, on l'a représenté pour essayer de trouver un autre financement, parce que là, c'est avec un établissement médico-social qui a hyper envie de travailler avec nous depuis 2 ans. On a hyper envie de travailler avec eux, mais il faut trouver de l'argent. On l'a redéposé par un autre biais, on a eu l'accord, puis tout s'est arrêté parce qu'à la RS, ils ont décidé de changer de présidence et que du coup, c'était gelé. Donc, on a re-attendu 1 an et on a fini par avoir le projet. Mais il faut un peu de ténacité. Ça fait 2 ans qu'on a écrit le truc et ça va se mettre en place maintenant. On était 4 de l'équipe dessus, du coup, je suis toute seule. Enfin, voilà, c'est un peu de travail. Et tout ça, c'est du travail gratuit. Les présentations devant absolument le monde entier pour avoir l'argent, ça, c'est gratos. Tout le travail d'écriture est gratos. Voilà. Mais après, ouais. Donc, on a envie de le faire et on le regrettera pas. On finit par l'avoir. Ouais, là, par exemple, on a une asso qui fait de l'accueil de jour pour les personnes à la rue, qui est venue nous voir pour essayer de monter un lieu d'accueil un peu alternatif, type tiers-lieu. Et il n'avait pas de budget. Et juste, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire ensemble. Et de chacun de notre côté, on regarde les appels à projets qui sortent, ce genre de choses. Et dès qu'on aura de l'argent, on travaillera ensemble. Mais il y a un certain respect aussi de la part des gens qui travaillent avec nous pour nous en tant que personnes. Mais on va chercher de l'argent avec nos clients pour pouvoir travailler parfois, enfin, avec nos partenaires du coup. On nous demande très peu de travail gratuit quand même. Oui, oui. Mais on peut participer à l'écriture pour aller chercher des fonds, pour avoir des projets pour travailler. C'est un truc qu'on fait pas mal. Après, on fait des tarots aux assos aussi. On ne fait pas le même prix pour les collectivités ou les boîtes ou les établissements médico-sociaux que pour des assos locales on sait qu'elles n'ont pas d'argent. Donc, si c'est pas très loin, nous, voilà, on va faire un prix du jour un peu. Enfin, voilà, on trouve des solutions. Mais oui, des fois, s'il n'y a pas assez de budget, on va pas. Comme nous. Non, il y a d'autres structures qui ont des designers, il y a d'autres agences qui font du design social ou de l'accompagnement en transformation publique et on les connaît. On a répondu avec 2 agences sur un appel à projet là. Après, on en connaît dans le reste de la France vers lesquels on redirige des gens qui nous contactent, puisque quand on nous appelle de Lille, pour aller travailler là-bas. Oui, mais là, tu parles d'agence de design, c'est pas forcément des agences. Non, mais voilà, des agences pluridisciplinaires comme nous, qui ont les mêmes compétences, non, on n'en connaît pas. Après, il y a des gens qui sont en concurrence avec nous sur les marchés publics, par exemple, donc ça existe. Ouais, mais nous, on a aussi une politique d'essayer de travailler un peu localement, à part quand il y a des projets vraiment au Puy-en-Velay ou avec Famille Rurale, c'est dans l'Indre et dans le Loiret, c'est pas à côté de chez nous. En même temps, c'est une problématique qu'on avait tellement vite traitée qu'on y va. Mais sinon, quand c'est dans le Nord, on redirige vers des collègues, en tout cas d'autres agences de design qui font ça. On a des collègues à Lyon. Enfin, après, des gens qui ont la même forme que nous, en scope, machin, non, on n'en connaît pas. Mais par contre, on fait un petit webinaire, nous aussi, bientôt, avec d'autres structures qui travaillent pour l'intérêt général et qui ont du mal à se payer correctement. C'est ce qui nous a rassemblés. Donc, c'est pas forcément que des scopes, mais en tout cas, c'est des gens qui travaillent pour l'intérêt général. Et du coup, il va peut-être avoir un début de création de réseau, mais par le prisme des galères financières qu'on a partagées sur nos réseaux sociaux et qui ont fait communauté, écho à pas mal d'autres structures. On fait ce projet ? Allez. Donc, moi, mon projet, le gros de cette année, c'était d'accompagner l'écriture du schéma de l'économie sociale et solidaire du Conseil départemental du Gard. Je vais revenir sur cette phrase, évidemment. Donc, je sais pas quel est votre degré de connaissance de l'économie sociale et solidaire, mais en tout cas, c'est des formes d'entreprise qui sortent du schéma classique capitaliste. Donc, on va avoir les associations, les sociétés coopératives de toutes sortes, dont vous avez sûrement, pour beaucoup d'entre vous, jamais entendu parler, donc des SIC, des CAE. En gros, c'est vraiment des formes de structures qui rendent le travail à ceux qui travaillent, qui sont vraiment en dehors de toute logique où il y a quelqu'un qui va se faire du fric sur le dos de personnes qui travaillent et qui essayent de vraiment remettre une horizontalité
dans le travail, c'est la partie sur notre boîte qu'on vous a passée. Mais voilà, où on explique ça. Et du coup, l'économie sociale et solidaire, c'est une compétence facultative des départements. Je ne sais pas à quel point bon, bref, désolé si c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà. Donc, les départements, par exemple, ils gèrent le RSA, ils ont une compétence sociale obligatoire, ils gèrent les bâtiments des collèges, ils gèrent plein de trucs qui sont obligés de gérer, il y a des trucs qui ne sont pas totalement obligés de gérer. Et par exemple, c'est de mettre une politique pro-économie sociale et solidaire. Et le département du Gard a choisi de mettre une politique en faveur du développement de l'économie sociale et solidaire. Parce que aussi, l'économie sociale et solidaire, souvent, a des logiques de circuit court. Enfin, il y a vraiment un aspect territorial qui va être intéressant. Donc, forcément, à l'échelle départementale, ça reste assez intéressant. Donc, nous, on travaille souvent avec le département plutôt sur les problématiques sociales, donc RSA, participation des habitants, etc. Et là, parce qu'ils nous connaissent aussi, ils se sont dit, il faut qu'on écrive un schéma d'économie sociale et solidaire. À la base, c'était surtout un schéma qui allait écrire le fait que ils encouragent vraiment le développement des tiers-lieux. Donc, on parle depuis tout à l'heure. Donc, c'est ces lieux un peu hybrides où on va avoir un peu des auto-entrepreneurs quand même souvent, un peu de culture. Enfin, c'est ces lieux qui sont devenus un peu à la mode aujourd'hui, mais en tout cas qui regroupaient à la base quelque chose d'assez alternatif à ce qu'on connaissait avant du travail ou de l'administration ou du service public. Et du coup, le département, comme il y a cette grande mode de tiers-lieux aujourd'hui qui sont financés et par l'État et par la région, mais surtout sur le truc travail, genre entreprenez, soyez micro-entrepreneurs, sortez du code du travail. Ils ne le disent pas officiellement, sortez du code du travail. Et du coup, le département disait ce serait intéressant que nous, en fait, on développe des tiers-lieux, mais qui ont les valeurs de solidarité, sociaux, etc., qui sont les compétences départementales. Donc, bref, donc ils nous appellent pour dire on aimerait bien faire ça quand même en concertation avec les acteurs de l'ESS du territoire. Et donc, du coup, on y va. Et ce qui était super intéressant en fait dans ce projet, c'est qu'on était vraiment à une échelle politique qui était très importante parce que on a commencé le projet en travaillant directement avec le cabinet de la présidente du département, le DG concerné et enfin vraiment les personnes qui décident de la politique en leur disant OK, pourquoi vous voulez faire un schéma d'économie sociale et solidaire? À quoi ça sert? Est-ce qu'on va juste faire des tiers-lieux? Est-ce qu'il n'y a pas des choses... Enfin, jusqu'où on va? En fait, on a eu l'occasion de faire un atelier avec des décideurs politiques où on a pu les faire aller plus loin que ce qu'ils avaient imaginé aller, où on leur a pu aller faire assumer une position politique qui est pas forcément la politique nationale aujourd'hui. Et donc, on a eu accès vraiment à un niveau décisionnel qui était hyper important, qui a d'ailleurs derrière guidé tout le schéma et tous les axes du schéma. Et pour nous, ça a été vraiment une expérience assez folle parce que voilà, on a eu du coup, ça a vraiment dépassé le côté tiers-lieu, ça a été aller promouvoir l'économie sociale et solidaire partout pour que ce soit vraiment une possibilité économique qui existe sur le territoire et qu'on ne soit pas obligé de rentrer dans le modèle classique. On est allé vraiment travailler aussi comment eux, en interne, ils peuvent favoriser l'innovation sociale parce que c'est bien de promouvoir le fait qu'il y ait des gens qui font de l'alternative, etc., etc. Mais en fait, nous, c'est notre vie de faire des dossiers de subvention au conseil départemental. C'est hyper chronophage, ça freine énormément l'innovation sociale. Enfin, c'est aussi comment les institutions elles se positionnent en tant que partenaires sur l'innovation sociale et pas juste on trouve ça bien, on finance. Enfin, en fait, par exemple, je disais le département, ils ont des collèges, mais ils ont énormément de bâtis, ils ont énormément de fonciers. En fait, ils peuvent mettre à disposition pour des énergies renouvelables, ils peuvent mettre à disposition pour des lieux. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent, qui va plus loin que simplement financer. Comment on devient vraiment acteur de l'innovation sociale pour changer les choses pour de vrai. Et donc voilà, nous, notre but, c'était vraiment d'essayer de les accompagner à créer un schéma vraiment ambitieux et qui va plus loin que juste des tiers-lieux, même si l'idée d'aller à l'encontre aussi et de venir mettre des critères de solidarité dans les tiers-lieux est chouette. Donc, on a fait ça. Et après, derrière, une fois qu'on avait eu nos axes de schéma faits avec eux, on est parti sur tout le territoire du Gard, monter des ateliers de co-conception où on a vraiment mis au travail
les acteurs de l'ESS. Donc, par exemple, on a co-construit le début de ce qu'on appelle un appel à commun. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient se mettre en opposition aux appels à projets. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, les associations, pour avoir de l'argent, elles répondent à des appels à projets. Donc, en fait, elles sont mises en concurrence. Hein. Chaque association doit faire le projet le mieux. Et du coup, celles qui gagnent, celles pour elles, quand même, sont financées. Et du coup, là, le principe, c'est de dire, bah, en fait, techniquement, comme on est de l'ESS, on travaille tous et toutes pour notre territoire et du coup, on va créer un appel à commun, c'est-à-dire on va dire, voilà, il y a tel défi à relever sur ce territoire, il faut, par exemple, que les jeunes décrochent moins, je dis vraiment n'importe quoi, et ben, on va voir tous les acteurs qui vont se retrouver autour de ce projet-là et faire du commun ensemble, en fait. Et du coup, voilà, donc l'idée, c'était vraiment de changer les pratiques, de créer des nouvelles pratiques à l'intérieur du conseil départemental pour qu'ils puissent vraiment le diffuser et changer et transformer pour de vrai, et du coup, les pratiques sur un territoire. Et on a fait ça, on a fait 6 ateliers territoriaux, 2 par semaine sur un mois, je crois. Et oui, 2 fois 6, ça fait 8. 2 fois, ouais, bon, bref. Et donc voilà, ouais. Et derrière, on a refait un grand atelier départemental avec 120 personnes où on a imaginé en méthode Disney un laboratoire de l'innovation sociale. Enfin, on pourra vous filer des outils si ça vous intéresse, hein, parce qu'on file tout. Mais où l'idée, c'était vraiment de les faire travailler. On les a mis en mode c'est la fin du monde, post-apocalyptique, il y a un champignon qui est en train de faire une maladie à tout le monde, comment vous faites? Il y a des gens qui veulent faire des tests dessus. En gros, vraiment, de les faire imaginer comment ils feraient un laboratoire d'innovation sociale, quelle gouvernance, comment on sélectionne les projets, comment on fait des choses. Comme ça, moi, j'avais un atelier où il fallait, parce qu'ils voulaient grave se mettre en réseau, c'est très isolant, en fait, l'économie sociale et solidaire. On croit souvent qu'on est seul à vivre ce qu'on est en train de vivre, alors qu'il y en a plein qui le vivent d'une autre façon. Donc voilà, on a fait tout ça et désolée, c'est totalement moi. On a fait aussi un atelier interne où en fait ça c'était vraiment trop cool. En fait, on a pris tous les agents qui ont bien voulu du conseil départemental et on les a fait galérer pendant 45 minutes, mais vraiment. Et en fait, on leur a fait faire une soupe. C'était l'atelier. Et en fait, on les a fait, mais vraiment, vraiment galérer pour trouver leurs ingrédients. On leur a fait remplir des dossiers de demande d'ingrédients 4 fois d'affilée, le même. On leur a fait la misère. Ils nous ont dit, vous vengez? On a dit oui. Et non, mais franchement, c'était trop, trop cool parce que du coup, eux, pendant 1 heure, ils n'en pouvaient plus. On leur a dit, ça, c'est notre vie, en fait. Et vraiment, c'était vraiment chouette parce que derrière, on leur a demandé de trouver des solutions pour qu'ils puissent faire leur soupe plus facilement la prochaine fois. Et du coup, ils ont trouvé des solutions pour nous. Enfin, voilà, c'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Et puis, ça a créé vraiment de l'empathie aussi où ils se sont dit, waouh, on ne sait pas comment vous faites, c'est hyper compliqué. Et donc, du coup, de là, voilà, ça, c'était un atelier en interne où on a continué à travailler sur les axes du schéma et comment ils se l'approprient, eux, en interne, qui a du coup abouti sur de la formation, de la culturation en interne, plus de transversalité dans leur organisation, enfin, des choses assez concrètes. Et du coup, on est allé jusqu'à se voir confier, enfin, une de nos salariées, Jeanne Chiche, dont on vous a parlé tout à l'heure, qui est illustratrice et qui fait de la mise en page, s'est confiée au travers de la grande bobine, la mise en page du document. Donc, en fait, on a vraiment fait de la décision politique et de l'idéation du document jusqu'à la mise en page de ce document et les illustrations qui sont dedans sont les nôtres. Et il a été voté à l'unanimité vendredi dernier, donc on était présente aussi au vote du schéma. Donc après, tout reste à faire, évidemment. Hein. L'écrit, c'est une direction politique, et derrière, il y a 5 ans de mise en œuvre, mais c'est assez ouf qu'on ait pu être à ce niveau-là de travail. Voilà, donc ça, c'est pour montrer un peu la variété des projets sur lesquels on peut être. Quoi. Ça peut être en effet d'un établissement médico-social, de la politique publique. Là, on vous a montré des gros projets. On est aussi appelé de temps en temps pour des choses un peu one-shot. Hein, ça peut arriver. L'organisation d'un gros séminaire avec des ateliers qui sont un peu plus ludiques. On peut faire ce genre de choses aussi. Ça nous arrive. Et on fait de la formation aussi. Mais voilà, ça, c'est pour le dernier projet. Toujours pas de questions. Ah, je suis trop contente de me dire. Comment vous avez faire un peu d'enseignement? Le prochain?
faut t'abonner à la Grande Bobine sur LinkedIn et il y aura tout ça. Mais en gros, c'est parti d'un. En fait, on a eu des grosses difficultés financières à cause de retard de paiement, pas à cause de manque de travail, mais de retard de paiement des clients publics avec qui on travaille, qui ont fait que pendant plus de 3 mois, nous, les associés, on ne s'est pas payés. On a continué à payer nos salariés, mais de manière complexe et douloureuse psychologiquement, financièrement pour nous. Et on a fini par, quand on est sorti un peu de la galère, on a fini par écrire un post LinkedIn en partageant nos difficultés et pour aussi sensibiliser nos clients au fait qu'en fait, on est des humaines, qu'on a des loyers, des crédits et besoin de manger tous les mois. Et que quand ils nous payent 6 mois après le dépôt d'une facture, en fait, on n'est pas à la banque, on peut pas, c'est très compliqué. Bref, on a partagé ça sur LinkedIn dans un post et en fait, on a eu vachement de commentaires de soutien et de partage d'expérience d'autres agences ou d'autres structures qui travaillent pour l'intérêt général. Et donc, au fur et à mesure des commentaires, on s'est dit, faut peut-être qu'on en parle. Et donc, on a lancé un webinaire dont la question est peut-on vivre dignement en travaillant pour l'intérêt général et qui est le 21, jeudi. Pareil, entre midi et 2. Le 21 mars, ouais. Voilà, donc il y a toutes les infos sur LinkedIn, peut-être même sur Insta et sur Facebook. Je sais pas, LinkedIn, c'est sûr. LinkedIn, c'est sûr. Je pense qu'on l'a fait que sur LinkedIn. Ouais. Comme tu dis, est-ce que ça a été facile de trouver des partenaires chez les réseaux et quel type de projet? Ouais. Non, c'est une très bonne question. Alors, je réponds pour ma part et tu répondras pour la tienne. Mais du coup, au départ, on avait des activités séparées. Donc, moi, avec Emma, en 2015, on a terminé nos études et on a monté tout de suite. On s'est tout de suite dit qu'on allait travailler ensemble avec Mathieu Surel aussi, qui est un designer de Lyon. On était tous les trois et on s'est dit qu'on allait essayer de travailler ensemble. Et en fait, assez rapidement, on a dû passer un appel d'offres côté Avignon pour travailler sur les personnes âgées et les services à la personne. Et on a répondu. Alors, on a répondu de manière comme on avait fait en cours. On avait été bien formés finalement. Mais vraiment, et avec un peu de difficulté pour faire un devis. Mais il y en a un des trois qui avait réussi à voir comment on faisait les devis dans sa structure de stage. Et donc, voilà, on a fait un devis. Et puis voilà, c'était un tout petit truc, mais c'était 5 000 €. Mais alors, pour nous, c'était incroyable. Parce que déjà, faire des tarifs jour aussi élevés, on comprenait pas trop comment ça fonctionnait. Bref, on l'a eu et du coup, on a commencé à travailler comme ça. Et évidemment, on a vendu 3 jours, on en a fait 18. Mais c'était le jeu. Et derrière, en fait, on a eu des anciens profs. Moi, j'ai fait mon stage de fin d'études avec Marie Coirier, qui est une designer qui travaille dans le monde de la santé. Et en fait, elle m'a refilé des projets. Donc, au début, on a tous fait un peu tout sur des projets sur lesquels on n'a pas du tout communiqué, mais on a fait infographiste, facilitateur, animation d'atelier, pour se remplir un peu les poches. Et après, on a eu très vite un gros projet qui était sur les conditions de travail, pas les conditions de vie des personnes soignées d'un cancer à domicile. C'est un projet qui nous a pris 1 an et demi et sur lequel on est allé interroger une 50aine de personnes dans 3 régions de France. Donc, ça nous a occupé et fait vivre pendant 1 an et demi et lancé. Et derrière, du coup, on a eu de l'expérience des projets. Et finalement, on a répondu un peu à des appels d'offres et des appels à projets, mais pas énormément, parce que c'est hyper chronophage. Et mais est-ce qu'à votre époque aussi, il y avait autant de designers? Il y en avait quand même. Il y avait quelques agences et à un moment, on se faisait régulièrement prendre les appels à projets toujours par la même agence. Ça nous rendait folle. Et on a fini par aller chercher conseil auprès de Marie Coirier notamment, et on lui disait, mais est-ce qu'il faut parce que nous, on assume vachement le côté aléatoire, c'est-à-dire qu'en phase d'immersion, on va trouver des trucs qui vont orienter notre phase de co-conception et nos solutions, mais on ne peut pas vous dire ce qu'on va faire. Et ça, insécurisant total pour les clients. Et donc, à un moment, on s'est dit, est-ce qu'on doit faire comme certaines autres agences, dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on est hyper sûr de nous et ça va être carré, et voilà. Parce que du coup, ça avait l'air vachement plus vendable. Et finalement, on a eu des conseils nous disant non, mais restez qui vous êtes, vous finirez par avoir les clients que vous méritez, continuez à affirmer vos valeurs, continuez à affirmer votre méthode et votre envie de travailler comme ça. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a serré un peu les dents et ça a fini par payer et par. Et voilà. Donc, en fait, ouais, on répondait à quelques marchés, mais c'est pas ce qui marchait le mieux. Mais du coup, on n'a jamais été très bonne en com, on n'a jamais été très bonne pour aller serrer des paluches dans des conférences, vraiment. Alors, c'est super si vous arrivez à le faire, mais nous, on n'était pas bonne là-dessus.
Et pourtant, voilà, on a eu du travail. Après, modestement, du travail pour deux pendant, de 2015 à 2021. Et Lauriane, elle n'a jamais cherché de travail non plus. Voilà. Et aujourd'hui, on répond à quelques marchés, mais on a eu beaucoup d'échecs en répondant à des marchés. En fait, quand on ne nous adresse pas la commande un peu directement, on arrête un peu de perdre notre temps à répondre parce que en fait, ça prend vachement de temps et derrière, c'est du travail pas récompensé, pas payé. Tu t'investis dans un projet, tu l'écris avec tout ton cœur et toute ton âme et derrière, tu l'as pas. Parce que c'est ça notre problème, parce que nous, on écrit tous les projets avec notre cœur et toutes nos âmes. Alors, vraiment, des fois, ils veulent juste un atelier. Quoi. Ouais, des fois, faire un devis et non, mais c'est vrai, hein, on a vraiment n'importe quoi. Et ouais, non, moi, c'est pareil, on a des parcours un peu particuliers qui font que là-dessus, on n'est pas vraiment des exemples ou des modèles. C'est vrai que moi, en fait, il y a 10 ans, on a un peu l'année. Ouais, il y a 10 ans, en fait, moi, je viens plutôt du coup de travailler à l'intérieur des institutions et la participation des habitants et des gens qui bénéficient, enfin des gens quoi, c'était un peu nouveau et du coup. Moi, en fait, comme j'ai fait ce que j'ai fait localement, j'étais connue pour ça. Et donc, en fait, à partir du moment où je suis partie, où j'ai quitté mon poste à Alès Aglo, je faisais les conseils citoyens et tout, en fait, j'ai été appelée parce qu'il fallait faire de la participation tout le temps. Par exemple, une asso de quartier qui voulait une subvention de la CAF pour pouvoir faire des cours de l'aide à l'école ou de l'aide aux devoirs pour les enfants, devait écrire son projet d'association avec les habitants du quartier. Et en fait, tout ça, c'était des choses hyper nouvelles. Et du coup, localement, on savait que moi, je savais faire ça. Donc, en fait, moi, j'ai jamais eu ni de carte de visite, ni de site, ni de rien du tout. Parce qu'en fait, moi, mon travail, c'est genre des opportunités. En fait, j'ai jamais choisi mon travail. J'ai pas du tout choisi ce que je fais. Hein. Et de notre côté, quand même. Non, c'est vrai. Moi, à la base, quand on m'a appelé pour travailler, j'étais en prépa Sciences Po. En me disant il faut que je passe un concours d'attaché territorial parce que sinon je ne serais jamais recrutée dans les administrations, vraiment pas du tout. Et du coup, il faut que j'ai une étiquette, un truc qui dit si les gars, je suis compétente, même si je me fais peur, ça va bien se passer. Et du coup, j'étais en mode, dans ma tête, je pensais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et puis en fait, j'étais appelée sur des trucs et j'ai fini par faire ça, mais c'est un peu. Et de notre côté, le design social, c'était un peu le début aussi. Et nous, moi, je suis de la 3e promo du Master Design Innovation Sociale de Nîmes, qui était le premier master en design social. Donc, c'était relativement nouveau. Et surtout, les agences, elles étaient à Paris. Ouais, c'est ça quand même. Donc, en fait, il y a aussi des Parisiens qui nous ont refilé des projets trop petits pour eux dans le Sud. Et on a eu des conseils en mode restez dans le Sud, il n'y a personne, restez dans le Sud, vraiment, c'est une bonne idée de s'installer là où vous êtes. Et la fac de Nîmes fait quand même naître des commandes parce qu'en fait, l'université, le master fait des projets avec des partenaires chaque année. Et donc, le département, la CAF, les missions locales, machin, savent ce que c'est un peu le design social et du coup comprennent quand est-ce qu'ils pourraient avoir besoin de nous. Donc, en fait, localement, quand même, à la région, machin, ça crée des commandes et des demandes. Et voilà. Et par contre, nous, on avait un site qui marche extrêmement bien. Je ne sais pas par quel miracle il est aussi bien référencé, mais on tape design social, on tombe sur la bobine. Et du coup, on nous a quand même aussi pas mal appelé en disant j'ai trouvé votre site. Ouais. Et un autre truc qu'on a bien fait pour le coup, c'est qu'on a fait une vidéo pour expliquer ce que c'est le design social. Et je pense que ça a été une des premières vidéos à sortir sur qu'est-ce que c'est le design social. Et a priori, elle est très pédagogique et facile à comprendre parce que on nous a aussi appelé en disant en fait, je suis tombée sur plein de sites de designers qui font du design social, mais le vôtre est le seul qui m'a permis de comprendre ce que c'est et ce que vous faites. Donc le côté didactique de notre site nous a aussi ramené des clients. Voilà. Mais c'est empirique. Enfin, même si je vous dis ça 10 ans après, mais voilà. C'est l'autre question. Je sais pas, s'il n'y a pas de questions, j'ai l'impression qu'ils s'emmerdent, moi. Je sais pas. Ouais, du coup, pour finir, on voulait vous parler de la forme d'entreprise qu'on a choisie, parce qu'on l'a évoqué au début, mais voilà, je vous poserai des questions, je vais être pas claire comme ça. Je vous poserai des questions. On a choisi une entreprise coopérative et dont les avantages sont qu'on partage les bénéfices entre toutes les salariés. Donc, à partir du moment où on a passé du temps en tant que salarié dans l'entreprise, on touche le reversement du bénéfice, contrairement aux entreprises classiques où le bénéfice est reversé à ceux qui détiennent le capital et pas à ceux qui font la force de travail.
Donc ça a été the argument pour nous, ce qui fait que la première année, miraculeusement, on a fait du bénéfice, on s'y attendait pas du tout, et donc on l'a reversé à tous nos salariés, y compris à notre apprenti de 19 ans qui avait passé l'année avec nous et qui a touché autant de bénéfices que moi qui ai monté la boîte, et on trouve ça merveilleux. Donc voilà, il y en a une qui nous a aidé au début de la boîte, qui a passé 4 mois, qui a fait notre charte graphique et machin, bah, elle a eu sa part du bénéfice aussi, et on trouve ça hyper normal de pouvoir reverser cet argent qu'on a gagné, et à toutes celles qui ont participé à le faire gagner. Et on ne voit vraiment pas faire autrement aujourd'hui, ça nous paraît absurde du coup de faire autrement. C'est aussi un statut qui permettait aux gérantes d'avoir un statut de salarié. Dans les autres formes d'entreprise, les gérantes ne sont pas salariées, donc si demain ça s'arrête, elles ne sont pas au chômage. Ouais, je vais vraiment préciser ça parce que c'est super important. Vous ne savez peut-être pas, nous on ne savait pas quand on est. En fait, il y a une règle à Pôle emploi, c'est que si tu n'as pas de supérieur hiérarchique, tu n'as pas de chômage. Voilà, ouais. Voilà, faut bien le savoir. Donc, le seul modèle où ça ne marche pas, c'est le modèle SCOP, où en effet, tu es gérante, donc tu n'as pas de supérieur hiérarchique, mais comme c'est la boîte qui appartient aux travailleurs et travailleuses, du coup, là, tu peux cotiser au chômage. Et clairement, c'est notre seul but de la vie, c'était de cotiser au chômage. Donc, du coup, on s'est monté en SCOP. Voilà. Et après, ce qui ne relève pas de la SCOP, mais que nous, on a rajouté dans notre entreprise, c'est un temps plein à 32 heures et sur 4 jours et demi et pas 35. Une égalité salariale entre toutes. Minimum 7 semaines de congé. On a été obligé de poser un chiffre parce que nos salariés ne prenaient pas leur congé et qu'elles n'en posaient pas assez ou pas. Enfin voilà, en fait, on est mal payés, donc on estime qu'elles peuvent prendre des congés et nous aussi, et qu'on les compte pas franchement. On prend en charge la part mutuelle au-delà du minimum légal. Pareil, ça a été un choix de nos ateliers de départ, de l'écriture de nos statuts, de savoir ce qu'on fait. Les 3 jours de carence. Et les 3 jours de carence en cas d'arrêt maladie, bah, c'est bête, mais en fait, si vous êtes malade, il y a 3 jours qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. Nous, l'entreprise choisit de les rembourser pour tout le monde. Et après, télétravail à la demande, aménagement des horaires de travail. Quand il y en a qui préfèrent commencer à 8 heures, elles ont le droit de venir à 8 heures. Si c'est plutôt 10 heures, c'est 10 heures. Et on fait vraiment pas de pointage et pas de. Enfin voilà, il y a forcément un travail minimum. Tu peux pas venir 2 heures par jour et repartir. Enfin, à un moment, ça coince si tu fais pas ton taf. Ça va se voir. Mais voilà, on essaye que ce soit pas contrôlé et que ce soit en mode on est dans le même bateau. C'est aussi pour ça qu'on a monté une SCOP, parce qu'on ne souhaitait pas être des patronnes qui dirigent les gens et qu'on voulait être toutes dans la même équipe, y compris avec les gens qu'on salarie et qu'on accueille. Et ça, c'est la partie difficile. Mais je pense qu'il y a aussi un lien avec le. Enfin, moi, je dis souvent que si j'ai monté une boîte, c'est parce que je trouvais pas ma place en tant que salariée, et je trouve pas que ce soit cool d'être obligée d'être entrepreneuse. Moi, je me serais bien passée de la charge mentale. Franchement, j'aurais bien aimé rentrer chez moi et pas penser à ma boîte. J'aurais bien aimé ne pas me payer pendant 3 mois parce qu'il manque un peu d'oseille. Je pense que c'est parce que mon profil est pas habituel ou rentre pas dans des cadres ou dans des normes qui sont en plus hyper présentes dans l'administration, ce qui moi me passionne, c'est l'équipe publique. Hein, donc, et en fait, le fait d'être obligé de créer ta propre boîte pour faire un travail qui est à la hauteur de ce que tu peux faire et où tu es considéré, parce que en fait, la société est tellement normée et tellement. Enfin, moi, je trouve pas que ce soit cool. Voilà. Moi, je trouve pas que ce soit cool. Et je trouve que c'est aussi parce qu'il y a un truc qui a pas marché que j'ai été obligée de monter ma boîte. C'est pas juste, ouais, c'est trop cool, je suis hyper courageuse, je suis entrepreneuse. Pas du tout. Je me suis pris des queues là en tant que salariée où les gens, ils voulaient pas que je reste, où je faisais peur à mon DG alors que je mettais en place des trucs de ouf. Et c'est pas cool, en fait. C'est vraiment pas cool. Et je pense que, enfin, pour moi, en tout cas, très personnellement, la scope et le côté on compte pas les jours, on compte pas les congés c'est illimité, machin et tout, c'est aussi parce qu'en fait on est toutes différentes. Là je parle au féminin parce qu'on est que des femmes. On est toutes différentes, on a toutes des manières de travailler différentes. Il y en a qui ont besoin de poser, de s'organiser, qui ont besoin de passer du temps sur des choses qui vont être plus lentes sur des tâches, il y en a qui vont être très efficaces sur des tâches, et en fait ça n'a vraiment aucun sens de dire tout le monde travaille de 8h à 17h. Enfin, nous, il y a des choses à faire. On est collectivement investis dans ce qu'il y a à faire on a nos clients, nos partenaires.
on doit faire ce qu'on doit faire. Il y a un moment, en fait, c'est bon, quoi. Enfin, moi, personnellement, je travaille pas 5 jours par semaine. Je travaillerai pas 5 jours par semaine. À chaque vacances scolaires, je prends une semaine de vacances. Vraiment, personne ne m'empêchera de le faire. Et c'est hyper important pour moi de pas trop travailler. Et ça ne m'empêche pas de travailler. Enfin, je veux dire, il y a juste des façons différentes de travailler qui sont hyper importantes à prendre en compte et aussi de faire confiance aux gens et à qui ils sont à partir du moment où on a la chance après on vient tous d'un milieu plus ou moins privilégié, on va pas s'en mentir, mais de pouvoir choisir de faire un métier qu'on aime, qui donne du sens, blablabla, tranquille quoi. Ouais. Ah, t'as le micro derrière toi, regarde. Bonjour, moi du coup j'ai Ok. et on a un peu une appréhension, j'ai l'impression d'information par rapport au fait de passer dans tout social et moi on a fait est-ce que c'est un truc qu'il faut trouver dans les projets aussi? Alors moi je me souviens de Emma, la collaboratrice de Sophie, quand on a décidé de monter la boîte ensemble. Elle était vraiment designer social et moi politique publique à mort, social à mort et tout. Et du coup, ça a été vraiment la crainte d'Emma de perdre en créativité. Et je pense que c'est une crainte qui est légitime, parce que je pense que c'est le cas. Oui, oui, bah après, là, celles qui restent dans la boîte et puis les designers qu'on recrute et qui viennent chez nous, il faut avoir une appétence pour ces questions sociales parce que ça s'invente pas de s'intéresser à ça. Même si tu étais hyper bien payé, il y a un moment, si ça t'intéresse pas et que ça titille pas un truc au fond de toi et que t'as pas envie d'aller gratter, ça va être compliqué. Et après, ça empêche pas d'avoir des phases de créativité aussi, parce que la créativité d'Emma ou la créativité de nos designers. Enfin, les designers qui sont à la Grande Bobine ne sont pas créatives et elles ont une marge de créativité dans les manières d'animer les ateliers, dans les manières aussi de pouvoir créer des outils, des prototypes. Mais c'est sûr que la dominante, c'est quand même beaucoup de réflexion, d'analyse, Voilà. donc oui, c'est pas un boulot 100% créa, mais à la base, moi j'ai été une designer qui avait cette appétence-là, et les designers qu'on a chez nous ont ces appétences-là. Enfin, c'est Ouais, mais ça me manque quand même un peu. Ça vous oui, manque? oui, ça peut manquer par moment. Après, on peut le retrouver dans du boulot d'illustration, enfin voilà, il y a des moments dans lesquels ça peut s'exprimer. Après, le problème aussi, c'est qu'on n'est pas forcément payé pour cette partie créa. Personne nous paye pour faire des illustrations et pour que nos présentations soient jolies. Sur les phases de prototypage et de création d'outils, par exemple, ben si c'est beau, c'est cool, mais c'est pas forcément valorisé et valorisable, même pour faire des vidéos. En fait, Marion, elle a pas pu rester dans la boîte aussi parce que on n'a pas le budget pour faire des vidéos systématiquement et pour que ces vidéos soient payées. Donc voilà, il y a aussi un truc des marchés qu'on va chercher et de l'argent qu'on a pour faire les choses et où la place de la créa est pas toujours autant qu'on aimerait. Ouais. Donc oui, c'est une crainte totalement légitime. Mais après, on n'y connaît rien. Oui, mais après, c'est la créa physique aussi que tu perds. Moi, par exemple, moi, j'ai grave l'impression de créer tous les jours, tu vois. Mais parce que après, je viens pas d'une formation graphique où on crée physiquement. Donc, mais c'est sûr que, en fait, quand j'invente un accompagnement ou quand je trouve des théories à faire entendre à des décideurs politiques et qu'on crée ensemble tout un schéma qu'on déploie, moi, j'ai grave l'impression de faire de la créa. Mais c'est sûr que pour des gens qui ont besoin de tangible, de palpable pour de vrai, de physique vraiment, ou de visuel vraiment, c'est sûr, c'est frustrant. C'est sûr, sûr, sûr. Bonjour, je suis étudiante en design de mode aussi. En fait, moi, je me demandais si le fait de travailler quand c'est femme, c'était une façon qui de s'assurer au bon fonctionnement de la SMOP. Pas du tout que c'est comme ça que c'est fait. Alors au départ, c'est comme ça que ça s'est fait, parce que on était des femmes qui avaient l'habitude de travailler ensemble et qu'on voilà. Après, ça se fait aussi parce qu'on va pas se mentir, en design social, sur 200 CV, on reçoit 2 CV de mecs, que ce soit pour des stages ou pour un poste. Voilà. Donc, c'était pas forcément
une volonté de départ, mais ça le devient aussi de pouvoir offrir un cadre safe à des jeunes femmes dans le monde du travail, parce qu'on s'est rendu compte que c'est quand même pas forcément gagné. Et que on est assez intransigeante sur les comportements des hommes qui travaillent avec nous. Et que du coup, voilà, on a fait passer des entretiens à un mec, par exemple, quand on a cherché à recruter. On lui a expliqué où est-ce qu'il mettait les pieds et au fait qu'on serait attentive à ce qu'il ne le mette pas mal à l'aise avec des comportements pas adaptés ou quoi, les femmes de notre équipe et notamment les jeunes femmes de notre équipe qui sont déjà confrontées quand elles vont à des rendez-vous au fait qu'elles soient des femmes et qu'elles soient jeunes. Donc ouais, c'est quelque chose auquel on est très 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 attentive et qui aujourd'hui, la vérité c'est que aussi quand on reçoit des CV de mecs, désolée, mais vraiment, faites un effort, quoi. Il y a écrit Madame, monsieur. Madame, monsieur, c'est pour du design d'UX ou du design d'objets, mais juste regardez où vous mettez les pieds, quoi. Enfin, vraiment des CV appropriés. Il y a des CV inappropriés de filles aussi, hein, mais des CV inappropriés Non, des CV mecs. appropriés de gars, on n'en a pas eu. Voilà, on a eu une candidature appropriée d'un mec qui candidatait pour le poste et pour les sujets qu'on traite. Le reste, vraiment, Never. donc on voit que ça intéresse pas forcément et qu'on a une entreprise parmi les autres à laquelle ils envoient des CV, quoi. Parce que les questions sociales intéressent plus les femmes a priori, ou peut-être que ça fait peur qu'on soit qu'une équipe de meufs. Bon, voilà. Mais après, oui, c'est sûr que, enfin, en fait, comme à la base, c'était pas, on l'a pas vu, nous, hein. Ce qui est rigolo, c'est que, ce qui est rigolo, c'est qu'il y avait notre agence il y a une agence de design social à Nîmes qui s'appelle Étrange Ordinaire. Big up si vous nous regardez. C'est 4 mecs. Au départ. Au départ. Jamais personne leur a demandé, vous voulez pas de femmes? Pourquoi vous êtes 4 mecs? Et nous, depuis qu'on s'est monté, alors, vous voulez pas d'hommes? Les journalistes disent les petites copines. Ouais, les petites copines. On organise un OVG. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette façon? C'est fou, quoi. Donc on est pas copines, on est 6 entrepreneuses. Non, c'était voilà, professionnel et on s'est regroupés. Non, mais un sup. Mais donc à la base, c'était pas du tout calculé. Mais c'est vrai que quand on a, comme on a, moi, je trouve que c'est hyper important qu'on accueille des stagiaires ou qu'on recrute des personnes qui sortent de l'école parce que bah, le monde du travail MDR, quoi. Il te faut une expérience, mais que tu sois jeune. Ou alors tu trouves des stages où tu travailles comme si tu étais rémunéré. Enfin, bon. Donc moi, je trouve ça cool. Et puis, comme j'aime bien distiller les façons de penser, je trouve ça cool aussi de proposer à des jeunes personnes des modes de penser ou de faire ou de voir différentes. Et très vite, en fait, on a eu des témoignages de ces jeunes femmes, du coup, hein, qui venaient, qui nous disaient que c'était hyper cool comme première expérience aussi d'avoir ce cadre aussi safe aussi parce qu'il y avait que des femmes. Donc, c'est vrai que moi, je suis méga chaud de continuer là-dedans, quoi. Enfin, je pense vraiment que, enfin, tranquille la parité, quoi. Enfin, vraiment, enfin, je veux dire, on participe, à la limite, on participe en étant que des femmes à ce qui est un minimum. Enfin, voilà, enfin, on est loin, quoi. Les hommes n'ont pas besoin de nous pour travailler. Donc, mais voilà, si candidature qualitative, vraiment bienvenue, quoi. on va faire gaffe, quoi. Voilà. Il y a une dernière question.